Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, les gilets jaunes, péripéties, révolte ou révolution. Si on dit que c'est une péripétie, vu comment le pouvoir a tremblé et que notamment lors de l'un des actes, il avait prévu un hélicoptère pour l'exfiltrer de l'Élysée en cas de coup dur, bon, ça fait quand même une très très grosse péripétie. Donc non, on a assisté à une révolte. C'est absolument évident. On a tous vu les manifestations avec la violence aussi qui s'exprime parce que vous êtes dans un mouvement de libération avec, pour une partie des gens qui ne sont pas capables de verbaliser et qui expriment les choses de manière violente. Moi, j'ai toujours dit que je le déplorais, que je le condamnais, que j'étais contre la violence, que j'étais contre l'affrontement entre les gilets jaunes d'un côté et les forces de l'ordre. Je pense que ça, c'est une stratégie pour le pouvoir qui n'a strictement rien à faire que les bleus se tapent avec les jaunes. Et en seconde partie, la fin du monde. Vous y croyez ? Je termine avec deux remarques. La première, c'est parce que j'ai pensé, je veux faire un bon mot simplement, c'est qu'on parlait de progrès. Et alors, du coup, c'est vrai que je suis définitivement allergique au progrès depuis que j'ai entendu mon maître à penser, qui est Jacques Attali, qui a expliqué, mais à la télévision, sans sourciller, il nous dit « Mais alors attends, il faut bien comprendre en fait. En fait, vous avez le progrès. Et à côté, vous avez la démocratie. » Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est le porte-parole des Gilets jaunes normands auprès des médias. Breton d'origine, c'est un jeune avocat de 32 ans. En janvier dernier, il pronostique que le mouvement ne s'arrêtera pas. Selon lui, si on pose un couvercle par la force, la contestation réexplosera plus tard. Un point de vue qui va dans le sens de la position du philosophe Alain de Benoît, qui voit dans les Gilets jaunes une répétition d'une révolte plus profonde encore. Il a fait une percée médiatique très remarquée. Je vous demande d'accueillir le porte-parole préféré des Gilets jaunes, Maître François Boulot. Je ne sens pas une opposition virulente. François Boulot, merci d'être venu avec nous ici. Vous étiez à d'autres rendez-vous et vous avez eu la gentillesse de nous rejoindre pour ce numéro de Bistro Liberté. Résistance, maintenant c'est votre slogan, résistance, puisque résistance c'est le slogan de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, et dont vous étiez un des invités les plus prestigieux. C'était il y a quelques jours lors des universités d'été de ce mouvement à Toulouse. Alors résistance, François Boulot ? Moi, je suis désolé de vous décevoir, mais non, je n'ai pas fait mon coming out. Je ne suis pas insoumis. J'ai participé effectivement à deux débats à l'Université d'été de la France Insoumise, parce que j'avais les garanties tout simplement que cette participation ne vaudrait pas soutien. Il y avait Jean-Baptiste Djebbari, qui est un député de La République En Marche. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit insoumis aujourd'hui. Il y avait Thierry Ardisson, dont chacun connaît ses positions monarchistes, qui participait également au débat. Il y avait eu des éditions précédentes où il y avait des républicains qui avaient participé. Donc, bon, je crois qu'il y avait un cadre là d'expression qui permettait d'avoir un débat. Je crois qu'ils ont été assez fructueux. Moi, j'ai débattu sur le cœur des revendications du mouvement, c'est-à-dire la justice fiscale. Et puis, d'un autre côté, la question de la 6e République, qui est l'une des mesures qui est portée par la France Insoumise en regard du référendum d'initiative citoyenne, qui est l'une des revendications majeures du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, j'y suis allé pour débattre et je crois que ça avait été particulièrement intéressant, mais en aucun cas, ma participation ne saurait s'assimiler à un soutien. Et j'avais d'ailleurs, avant de participer, fait un sondage sur ma page Facebook pour décrire les conditions de ma participation, que ça ne vaudrait pas soutien. Il y a 92% de personnes qui, effectivement, avaient approuvé le fait que je participe à cette... Un petit référendum d'initiative citoyenne. Voilà, exactement. En tout cas, j'avais essayé d'être transparent. Et si on vous avait invité à la convention de la droite qui se déroule demain soir, est-ce que vous y seriez allé ? Alors, on m'a invité. Ah, on vous a invité, pardon. On m'a invité à la convention de la droite. De la même manière, j'ai fait un sondage qui, sur ma page Facebook, qui avait donné 92% d'approbation pour que je participe. Simplement, les conditions d'organisation, j'avoue, m'ont un peu interloqué parce que on m'avait dit qu'il y aurait tel ou tel participant et en fait, ça n'était pas vrai. On m'avait dit que je pourrais débattre et en réalité, on m'accordait une tribune limitée à 8 minutes et où je parlais tout seul.
Donc il n'y avait pas véritablement de débat. Oui, c'est une première, c'est pas une structure voilà, et en plus, voilà, c'est un événement inédit, donc j'avais très peu de garanties, et à partir du moment, si vous voulez, où quand même vous devez être prudent, où on vous dit des choses qui s'avèrent être fausses, bon, la confiance, elle est un petit peu altérée, et je n'avais pas envie en aucun cas que ma participation puisse être instrumentalisée et soit assimilée à un soutien à Marion Maréchal Le Pen, parce que bon, la manière dont est présentée cette convention de la droite, c'est quand même la convention de Marion Maréchal Le Pen. Oui, c'est peut-être pas le cas. Je crois qu'il y a Raphaël Enthoven, etc. Je pense oui, pas mais je ne voulais pas prendre le risque, en tout cas, d'être assimilé à telle ou telle personnalité politique. C'est votre droit. Dans un essai à succès, j'ai 4 questions, donc je vais vite. Alexandre Devecchio, qui est journaliste au Figaro, fait un parallèle que j'ai trouvé intéressant et assez novateur finalement, et assez surprenant entre la manif pour tous, d'un côté, et les gilets jaunes de l'autre côté. Pour lui, dans les 2 cas, c'est l'angoisse de la dépossession et la volonté de conserver son mode de vie qui constituent les moteurs de cette contestation. Il dit que, en fait, c'est à chaque fois la France des invisibles qui est devenue visible. Et puis pour faire ce parallèle entre ces 2 rassemblements qui ont été aussi au-dessus du million de personnes, et pour la Manif pour tous et pour les Gilets jaunes au départ, il dit, bien voilà, il y a l'omniprésence des drapeaux français dans les 2 mouvements. Ben, ça traduit cette dimension de ressemblance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Je crois que s'il y a un point de ressemblance entre les 2 manifestations, 2 types de manifestations, c'est que les 2 se sont construites en dehors de toutes les structures traditionnelles. Syndicales, associations, on a là des gens qui ont trouvé à se mobiliser pour une cause commune. Ça a été le mariage pour tous, pour la manif pour tous, et puis les gilets jaunes, c'était au départ la taxe sur le carburant. Donc on a là des mouvements qui ont surgi spontanément. Mais après, en termes d'idéologie, je ne dis pas qu'elles sont contraires, mais en tout cas, elles ne se recoupent pas. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont sur une question sociétale, alors que les gilets jaunes sont précisément sur la question sociale, la répartition des richesses, et au-delà même d'aspiration à être dans une véritable démocratie, donc à pouvoir contrôler les élus via le référendum d'initiative citoyenne. Donc sur le plan de l'idéologie, on ne peut pas dire que ça se recoupe vraiment. Quant au caractère de visibilité, je ne crois pas que les gens qui ont fait la manif pour tous soient des invisibles. En fait, ce sont plutôt des gens qui ont des situations, qui ne sont pas les précaires parmi les gilets jaunes, mais qui, effectivement, subissent une humiliation d'être par le système médiatique dominant, méprisés pour leurs idées conservatrices. Bon, moi, je ne me prononce pas là-dessus, parce que, justement, le mouvement des Gilets jaunes, il ne s'est pas prononcé sur les questions sociétales. J'en suis le porte-parole, je me prononce que sur les questions qui sont abordées au sein du mouvement. Et les Gilets jaunes, eux, sont les vrais invisibles. Depuis 30 ou 40 ans, on ne parle absolument pas d'eux. C'est d'ailleurs ce qui a produit cette naïveté, cet espoir déçu pour les gens, c'est que pour les Gilets jaunes, c'est que voilà des années qu'on ne parlait jamais d'eux. Et dès le début du mouvement, on leur a tendu le micro et ils se sont dit « Ah mais c'est formidable, enfin on nous écoute, enfin on peut parler de nos revendications, donc le pouvoir va nous écouter et il va essayer de répondre, puisqu'il est là pour ça, à nos aspirations. » Bon, et forcément, la douche a été très froide parce qu'ils ont vu qu'ils faisaient face à un pouvoir qui était totalement méprisant. On ne peut pas penser que vous puissiez, par exemple, comme Gilets jaunes, aller à la manifestation du 6 octobre contre la PMA-GPA. Après tout, vous avez une fibre, vous, écologique. Vous luttez contre les OGM, luttez contre les enfants génétiquement modifiés, les EGM, c'est pas fou. Vous êtes pour le bio, pour être bioconservateur. Mais moi, en fait, je ne suis pas là pour exprimer mes opinions personnelles. Je suis le porte-parole des Gilets jaunes. Les sujets... Là, il n'y a pas de convergence possible. Je ne dis pas pas de convergence possible, mais je veux dire, ce n'est pas le même combat. Il est clair que les revendications, c'est la répartition équitable des richesses et le référendum d'initiative citoyenne, donc une volonté démocratique qui s'exprime dans le mouvement. Bon, le mouvement ne s'est jamais prononcé sur les questions sociétales. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'une des forces du mouvement. Parce que les questions sociétales, c'est ce qui divise, c'est ce qui reste encore du clivage droite-gauche dans notre pays. Et c'est ce qui divise beaucoup de personnes sur les questions de laïcité, d'immigration, etc. Le mouvement s'est dit, bon, on va écarter toutes ces questions-là. Tous ces sujets-là, on va les écarter. Et on va se fédérer sur ce qui fait consensus, c'est-à-dire la question de l'injustice fiscale, qui part de la taxe sur le carburant. Puis ensuite, on est arrivé très vite à la question du référendum d'initiative citoyenne, de pouvoir contrôler les élus. Donc, voilà ce qui fait le fond commun
le front commun dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, vous avez fait communauté, comme on dit, vous avez créé vraiment une communauté, une fraternité, une vraie fraternité qu'on a vue et vécue sur les ronds-points. Mais aujourd'hui, vous éprouvez la nécessité de retirer votre gilet jaune. On le voit dans les images qui vous ont accueillis. Vous êtes sur TV Liberté avec votre gilet jaune. 6 mois plus tard, vous êtes à mes côtés sans gilet jaune. Alors moi, je comprends très bien les raisons de sécurité qui font que dans les manifestations aujourd'hui, quand on a un gilet jaune, on apparaît comme une cible prioritaire. Mais aussi, je vous ai écouté longuement. Vous dites, moi, j'ai enlevé mon gilet jaune parce qu'aujourd'hui, je veux faire convergence. J'adore le terme. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, tous les citoyens en colère, vous dites, convergence avec les professions libérales qui manifestent, convergence avec les manifestants pour le climat. Et cette hypothétique convergence des luttes, est-ce qu'elle peut se construire au prix finalement d'un peu de la perte de votre identité? Car en enlevant ce gilet jaune, vous êtes redevenu maître François Boulot. Non, mais je crois déjà, je pense que le gilet jaune, maintenant, je le porte suffisamment bien sur mon visage, qui est assez identifié. Donc, plus besoin de le porter véritablement pour être identifié comme tel. Après, on fait un constat simple. Le traitement médiatique a sali le gilet. Il l'a sali parce qu'il l'a réduit à la violence, au racisme, à l'homophobie, etc. Si bien qu'une bonne part de l'opinion publique, qui soutenait jusqu'à 80% le mouvement, on est descendu maintenant à 40-45% de soutien. Bon, principalement pour... Macron s'en satisferait. Mais c'est toute la stratégie du pouvoir a été là, d'instrumentaliser les violences, de créer le chaos pour que les honnêtes gens prennent distance avec le mouvement. Si bien qu'on voit bien que la répression policière et judiciaire qui s'est abattue sur le mouvement a atrophié évidemment la mobilisation, tout simplement parce que les gens ont peur d'aller manifester. Si c'est pour prendre le risque de perdre une main, un œil ou un pied, on n'a pas tout à fait envie de prendre le risque de sortir dans la rue. Bon. Ce qui veut dire que d'un autre côté, on a un certain nombre de secteurs d'activité professionnelle qui ont une bonne raison aussi d'être en colère contre Emmanuel Macron. À commencer par la réforme des retraites qu'on nous vend comme un système plus juste. Bon, en fait, c'est plus juste dans le sens où tout le monde va s'appauvrir. Donc, ce n'est pas tout à fait la définition que j'ai, moi, de la justice. Et donc, tout le monde a une bonne raison d'être en colère et il faut essayer effectivement d'agréger les colères. Alors, est-ce que ça va se produire? Moi, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les gens qui ne se sont pas mobilisés sur le terrain avec les Gilets jaunes, ils n'ont pas forcément envie d'être associés aux Gilets jaunes. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque de perte d'identité? Non, notre identité, en fait, c'est le fait de s'être mobilisé, et 2, c'est l'idéologie qu'on défend, l'idéal qu'on défend. L'idéal qu'on défend, c'est liberté, égalité, fraternité. Tout simplement, on veut redonner sens à la devise de la République, qui a été dévoyée. C'est ça, un peu le manifeste que vous publiez aux éditions des Indignés. Des Indigènes. Des Indigènes, pardon, mais qui auraient pu... Ils sont aussi indignés. D'ailleurs, ils ont publié « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. C'est ça, je pensais à ça et c'était ça qui m'angoissait. Mais la ligne jaune de François Boulot, c'est l'idée quand même qu'au-delà de la fraternité, finalement... en fait, ce que j'ai compris, c'est que vous n'êtes pas des idiots, des pécores, je ne sais pas tous les termes qui ont été utilisés contre vous, mais qu'au-delà de la fraternité qui existait sur les ronds-points que j'évoquais, eh bien, il y a aussi l'égalité et la liberté, que c'est le triptyque de la République française. C'est ça votre message ? Oui, complètement. Qu'il faut acheter quand même, 3,90 €. Oui, et je précise que il y a 50% des fonds qui seront reversés aux mutilés qui l'ont été dans le cadre du mouvement. Et il y a 50% qui servira à développer la plateforme de la ligne jaune, qui est une plateforme numérique qui vise à essayer de coordonner et à organiser le mouvement pour continuer le combat. Irréprochable, toujours irréprochable. J'essaye tant que faire se peut, mais je crois que c'est important. On a vu depuis le début du mouvement que certaines personnes avaient très très vite cherché leur intérêt personnel. Bon, à un moment donné, si on veut poursuivre un idéal et avoir un combat, défendre une cause commune, il faut effectivement essayer d'être sincère jusqu'au bout. Donc le but, c'est de réhabiliter l'image des Gilets jaunes, que les gens comprennent dans l'opinion publique que si violence il y a eu, ça a été une stratégie du gouvernement qui, notamment, a très tôt, au bout d'une semaine ou 10 jours, a fait déloger tous les ronds-points. En France, au rond-point des Vaches, je peux vous en parler, ça s'est passé au moins 50 ou 60 fois, le fait de se faire évacuer du rond-point. Oui, à Rouen, matraques, les chiens, les tirs de LBD, les gaz lacrymogènes, etc. Bon, ils ont tout fait pour ça, quand bien même il n'y avait plus de blocage ou de filtrage de la circulation. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus voir les Gilets jaunes sur les ronds-points. Donc la seule solution pour les gens, pour continuer à se montrer visibles,
ça a été d'aller manifester dans les centres-villes. Alors je ne sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais c'était la seule en fait qui s'offrait aux gens. Et inévitablement, quand vous avez des manifestations, vous savez que vous allez avoir des éléments qui viennent pour casser, pour s'affronter avec les forces de l'ordre. Mais ça a été un choix délibéré de la part du gouvernement, du pouvoir exécutif, pour essayer ensuite de mettre en lumière ces violences et de mettre du coup la classe moyenne à distance du mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a enfermés, ce sont les pauvres, les gueux, les sauvages et les violents. Voilà, tout simplement, il fallait surtout arriver à recréer une fracture entre la classe populaire et la classe moyenne. Et donc le livre vise à résorber cette fracture-là. Voilà, la ligne jaune aux éditions des Indigènes. Il y a 6 mois, c'était à l'acte 20, à peu près, des Gilets jaunes. Je vous ai quitté à la fin d'un entretien et vous m'avez... Je vous ai posé, hors micro, la question de la continuité de votre action, parce que j'avais bien vu les sacrifices à ce moment-là, qui ont dû s'accroître, à la fois familiaux, professionnels, économiques, tout simplement. On ne peut pas être avocat et l'avocat des Gilets jaunes par ailleurs. On est avocat des Gilets jaunes 24 heures sur 24, vous le prouvez. Et 6 mois plus tard, vous êtes avec cette ligne jaune, avec ce manifeste. Vous êtes en préparation d'un autre livre, plus large, plus long, plus complet. Ça veut dire quoi? Que vous continuez jusqu'à où? Parce que vous entendez cette petite musique, on est entre l'acte 45 et 46. Nous-mêmes, on finit par s'y perdre. On ne sait plus quel est le numéro, on est dans une répétition, une réédition qui perd des fois dans son efficacité. Nous dit-on, même si l'acte 45, c'était encore 110 000 personnes dans la rue. Jusqu'à où vous allez, en fait? Jusqu'au bout. Oui, non, mais c'est pas... Oui, je comprends bien. Mais enfin, vous êtes quelqu'un d'organisé, j'ai bien compris. Vous êtes quelqu'un de méthodique, méticuleux même. Donc, pour ce qui est des boit de l'eau. Oui, toujours. Les sacrifices, pour l'instant, ils continuent. Mais bon, c'est un choix que je fais et c'est comme ça. Je ne m'attendais pas à arriver dans cette position-là. Et aujourd'hui, j'ai une position où j'ai une tribune, où je peux m'exprimer. Et moi, j'essaie de mener la bataille des idées depuis le début. C'est la raison pour laquelle j'écris le manifeste là, pour essayer de réhabiliter l'image des Gilets jaunes. C'est la raison pour laquelle je suis en préparation effectivement d'un livre plus large, qui sera un livre de vulgarisation sur le néolibéralisme, pour aider les gens à comprendre la politique et avoir les clés aujourd'hui des raisons pour lesquelles on en est où on en est, où en gros depuis 40 ans, toutes les classes sociales sont en train de s'appauvrir. Ça a commencé par les classes populaires, c'est les classes moyennes depuis quelques années, et maintenant ça touche y compris les classes moyennes supérieures. Puis enfin, je mène effectivement là un projet associatif pour essayer d'organiser le mouvement sur une plateforme. Et cette plateforme aura aussi vocation à devenir, à intégrer un module de vote pour avoir une sorte de référendum d'initiative citoyenne qui soit numérique. En action. Voilà, le but c'est de politiser les gens. Moi je veux aller réveiller les endormis. Il faut que les gens comprennent pourquoi on est là, quels sont les nouveaux clivages en fait politiques, parce que sinon on ne comprend rien et on vote mal. Je veux dire, moi je voudrais qu'en 2022, les gens votent pas pour Emmanuel Macron parce qu'il est jeune et dynamique. Parce que c'est quand même la raison principale pour laquelle il a été élu. Bon, ça me semble un peu léger, vous voyez, comme critère de vote. Merci beaucoup François Boulot, on vous retrouve tout de suite, on va suivre la même ligne, c'est-à-dire la ligne jaune. Dans quelques instants, on se retrouve pour ce numéro de Bistro Liberté. Les Gilets jaunes. Péripéties, révolte ou révolution? La France a connu l'acte 45 de la mobilisation des Gilets jaunes. En réponse, Emmanuel Macron affirme vouloir écouter beaucoup mieux les gens qu'il ne l'a fait depuis le début. Cette maigre prise de conscience est-elle suffisante pour clore une simple péripétie ou est-elle dérisoire au regard de ce qui est une véritable révolte? Voilà, de retour sur ce plateau de Bistro Liberté pour notre premier débat. Alors. Les Gilets jaunes, péripéties, révolte ou révolution? Alors bien évidemment, François Boulot, vous avez la parole, vous êtes le porte-parole des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une péripétie? C'est bientôt fini. Est-ce que c'est une révolte? Ça a existé et on a fait en 6 mois ce que la CGT n'a jamais réussi à faire en 10 ans. Ou est-ce que c'est une révolution parce que ce n'est pas fini et qu'il va y avoir un bouleversement? Si on dit que c'est une péripétie, vu comment le pouvoir a tremblé et que notamment lors de l'un des actes, il avait prévu un hélicoptère pour l'exfiltrer de l'Élysée, en cas de coup dur, bon, ça fait quand même une très très grosse péripétie. Donc non, on a assisté à une révolte
C'est absolument évident. On a tous vu les manifestations avec la violence aussi qui s'exprime, parce que vous êtes dans un mouvement de libération avec, pour une partie des gens, qui ne sont pas capables de verbaliser et qui expriment les choses de manière violente. Moi, j'ai toujours dit que je le déplorais, que je le condamnais, que j'étais contre la violence, que j'étais contre l'affrontement entre les gilets jaunes d'un côté et les forces de l'ordre. Je pense que ça, c'est une stratégie pour le pouvoir qui n'a strictement rien à faire que les bleus se tapent avec les jaunes. Pour eux, c'est un match de foot, rien de plus. Et ils veulent ça, pour que les deux camps s'opposent, alors qu'en réalité, chez les forces de l'ordre, vous avez nombre de personnes qui sont des gilets jaunes, en fait, qui sont soutiens des gilets jaunes. Donc c'est une révolte, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore produit de résultats sur le plan institutionnel. C'est évident. Moi, je pense que le processus révolutionnaire, néanmoins, il est enclenché. C'est-à-dire que... Ça, c'est votre côté Mélenchon, ça y est, révolutionnaire. Non, Il faut revendiquer ses fréquentations. Mais moi, je le connais pas. Alain Benoît dit la même chose, il n'est pas mélenchoniste. Moi, je connais pas, je l'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon. Mais simplement, moi, je vois ce que je constate sur les ronds-points. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez des gens qui étaient isolés, impuissants, depuis des années, résignés. Et en fait, ce qui s'est produit le 17 novembre, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient nombreux à penser la même chose, à avoir une colère qui était légitime, puisqu'ils la partageaient tous, et à avoir décidé de relever la tête. Et donc ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils ne la baisseront pas. La colère est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était le 17 novembre 2018. Si vous avez moins de monde, c'est uniquement compte tenu de la peur qui a été donnée par le pouvoir, par la répression d'État qui s'est abattue sur le mouvement. Mais la colère est là comme jamais. Et donc vous avez en fait des centaines de milliers de personnes qui ont développé une conscience citoyenne maintenant. Hier, ils travaillaient, ils consommaient, ils essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient. Aujourd'hui, ils ont les yeux grands ouverts. Ils savent que dans les médias, on leur ment. Ils savent que dans les institutions, on leur ment. Et donc maintenant, ils vont chercher les informations et ils cherchent à comprendre pourquoi ils en sont là. François Boulot, 45 épisodes, 45 semaines, 46 bientôt. Vous avez obtenu 10 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat, auquel va se rajouter 7 milliards, 17 milliards. Vous avez un président de la République qui dit dans le New York Times, c'est-à-dire qui dit au monde finalement, j'ai changé, j'écoute mieux que je ne l'ai fait depuis le début. Là, je crois que je suis un mauvais avocat, mais néanmoins, j'ai changé. Sarkozy a fait le coup déjà. J'essaie d'écouter les gens beaucoup mieux que je ne l'ai fait depuis le début. Donc, néanmoins, il y a du concret là quand même. Ah, du concret. 17 milliards, c'est pas rien. Ah, ouais, d'accord. Alors, sur j'ai changé, bon, c'est de la stratégie de communication, c'est j'ai changé de la méthode. Voilà ce qu'il nous dit. Il a changé de méthode, mais il n'a pas changé de cap. Nous, on lui demande de changer de cap. Semble-t-il, il n'a toujours pas compris. Alors, les 17 milliards, je ne vais pas reprendre dans le détail, etc., mais en fait, c'est très simple. Qui va payer ? Qui va payer ces 17 milliards ? C'est très simple. À partir du moment où vous ne remettez pas en cause les cadeaux fiscaux qui sont donnés aux ultra-riches, toujours les mêmes qui vont payer. C'est la classe moyenne qui va le payer soit en augmentation d'impôts, soit en baisse des services publics essentiels. On va faire des économies sur le fonctionnement de la justice, des hôpitaux, de la police, de l'éducation nationale. Bon, moi, je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit on met trop d'argent dans les hôpitaux, on met trop d'argent dans l'éducation nationale. On l'a rencontré quand même peu. Et on veut que ces services fonctionnent, ils dysfonctionnent aujourd'hui. Et c'est de plus en plus dysfonctionnel. Donc, ce qu'il ne veut pas, c'est remettre en cause l'ISF. J'en avais parlé, mais l'ISF, je m'étais tué à expliquer que la manière dont il a été réformé, ça ne pouvait conduire qu'à une seule chose, la chute des investissements dans les PME. Parce qu'en gros, il ne conditionnait même plus l'exonération au fait que ça s'investisse dans le capital des PME, et il exonérait l'ensemble des valeurs mobilières, donc l'épargne et les actions. Il y a le rapport d'évaluation, parce que c'était toujours la réponse que les députés En Marche me faisaient, en me disant « mais on va attendre l'évaluation, etc. » Et je leur répondais « mais il n'y a pas besoin. Mécaniquement, les investissements vont s'effondrer. C'était obligatoire. » Le rapport est tombé, il y a une chute des investissements de 70% dans les PME. Bon. Va-t-il rétablir l'ISF ? Non, il ne le fera pas. De la même manière, le CICE, on avait dit, écoutez, il faudrait peut-être le réserver plutôt aux PME. Peut-être que le CAC 40 n'a pas tout à fait besoin de bénéficier d'allègements de charges sociales, alors qu'il distribue déjà 57 milliards de dividendes en 2018. Et qu'en plus, les grandes entreprises, depuis des années en France, ont plutôt une petite tendance à supprimer les emplois pour délocaliser dans les pays de l'Est. Et ce qui marche encore dans la création d'emplois, ce sont les PME qui constituent 75 ou 80% de notre tissu des salariés. Donc, mettons le paquet sur les PME, il ne le fait pas non plus. Donc, tant qu'en fait,
il se refuse, Emmanuel Macron, à remettre en cause ces dispositifs fiscaux qui bénéficient aux ultra-riches. Il a aussi fait la flat tax, il fait la baisse de l'impôt sur les sociétés qui va aussi bénéficier aux grandes entreprises. Mais qui va payer? Je vous dis, l'alternative est simple, c'est soit plus d'impôts pour la classe moyenne, soit baisse des budgets qui sont alloués aux services publics. Voilà. Où on enlève les aides aux personnes qui ont plus de 80 ans, parce que celles-ci ne vont pas aller manifester globalement dans la rue, donc elles ne rencontreront pas. Donc voilà, ou sinon on fait ça. On est d'accord là-dessus. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Bon, allez, on est d'accord là-dessus, et seulement là-dessus. Romaric Sangars, qui est journaliste à l'Incorrect et qui a obtenu son titre de gloire, puisque la culture est à la une de l'Incorrect du mois de septembre, avec cette superbe photo et une consacrée à l'immense écrivain Jean Raspail. Ça y est, hein, la culture à la une, ça y est, vous avez gagné, vous avez fait votre révolution. De temps en temps, ça a lieu régulièrement. Et là, la question, c'est pas de savoir si vous avez fait votre révolution à l'Incorrect, mais tout simplement de savoir si pour vous, le mouvement des Gilets jaunes, vous avez eu un numéro spécial d'ailleurs, hein, les Gilets jaunes, savoir si, pour vous, péripétie, révolte, révolution. Pour moi, révolte, au sens où ça a été défini par... Jacques Ellul parlait de la différence entre la révolte et la révolution. La révolte, c'est la jacquerie, c'est le peuple qui refuse une réforme de l'État ou un impôt supplémentaire qui l'épuise et qui ne se sent pas écouté. Ça a été ça, à la base, les révoltes paysannes. Et ça a été ça le début de la révolution. Ça a été ça le début du gilet jaune sur une taxe, hein, comme le prix du pain. On était vraiment dans cette logique-là. Avec une révolte aussi contre un mépris, évidemment, ressenti de la part du pouvoir central et des médias. Maintenant, pour qu'il y ait une révolution, ce que disait Ellul, c'est qu'il faut plus qu'un peuple en colère, il faut une bourgeoisie qui a les moyens de rentrer dans l'État et de changer l'État. Or là, le problème ou l'avantage des Gilets jaunes, ce qui fait qu'au début, c'était un mouvement qui était tout à fait noble pour toutes ces raisons-là, c'est qu'il n'y a pas de contenu dans les Gilets jaunes, me semble-t-il. Et du coup, ça a rapidement été récupéré par tout le monde. Moi, j'ai des amis... plus de droite que de gauche, certes, mais enfin j'ai quand même des amis de gauche aussi, voire d'extrême gauche, tout le monde est pour les Gilets jaunes et tout le monde est convaincu qu'on fasse en heure là. Pas tant que ça, sur les non. Et donc à partir de là, je veux dire on voit bien que tout le monde s'y retrouve, tout le monde veut se réclamer des Gilets jaunes et dire que son heure est enfin arrivée. Et je suis désolé, quand on vous entend, le problème c'est que du coup, comme vous voulez jamais, on a l'impression assumer un contenu. On arrive uniquement à des considérations sociales pures ou politiques, mais qui, du coup, pour moi, versent dans le marxisme. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de culture, il y a uniquement des fonctionnements sociaux à bouleverser dans un sens de plus d'égalité, ce qui est tout à fait respectable en soi. Mais je veux dire, tout est résumé à ça, et pour moi, on est juste dans du marxisme, finalement. Et je ne pense pas non plus que ce soit forcément ce qui s'est exprimé pendant les Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de choses qui sont exprimées de manière très contradictoire, et il me semble qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui dont la colère est toujours aussi légitime, mais qui n'arrive pas à trouver d'expression politique ou formelle claire et identifiable. C'est pour ça, d'ailleurs, que Macron ne peut y répondre qu'en donnant de l'argent. Finalement, c'est au moins quelque chose de clair, une réponse claire à la seule question qui est très claire. Et voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment une tournure marxiste. Et quand vous dites, par exemple, que vous n'allez pas, je ne vais pas défendre la Convention de la droite pour défendre la Convention de la droite, c'est pas moi qui l'organise, mais même le magazine auquel je contribue l'organise. Je veux dire, quand vous dites que c'est organisé, que c'est pas un meeting de Marion Maréchal, c'est une convention de la droite, à moins, en effet, que vous aussi, vous croyez tout ce que les journaux vous racontent par rapport à ce genre de choses. C'est pas du tout le propos. Et je vois pas pourquoi aller chez Mélenchon, ça n'engage à rien, et aller à la convention de la droite, ça, brusquement, ferait la publicité. Alors que c'est justement un endroit qui est censé être un endroit de débat. Il faut que voilà. Romaric, merci. Est-ce que vous voulez répondre, François? Oui, bien sûr, je vais répondre. Je ne reviens pas sur la question de la Convention de la droite parce que je me suis expliqué sur un poste et ce que vous ne pouvez pas nier, c'est que, en tout cas dans les coulisses, ça n'a pas du tout été clair. Je me suis expliqué, on m'a dit des choses qui s'avéraient fausses. Donc si vous voulez, le lien de confiance s'est altéré. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais vous êtes marxiste, c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais je vais venir sur le fond. Je croyais que vous étiez mélenchoniste. Moi, je crois qu'effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que les Gilets jaunes, c'est le retour de la lutte des classes. Mais pas la lutte des classes au sens traditionnel, le salariat contre le patronat. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, en revanche, c'est que les Gilets jaunes, justement, ont fédéré les salariés et le petit patronat. Les commerçants, les artisans, y compris les professions libérales. Bon, je ne dis pas que c'est la majorité, hein, mais bon, j'en fais aussi partie.
Et donc, en fait, on est le peuple contre ce qu'on appelle l'oligarchie ou les ultra-riches ou le très très grand capital. En fait, vous pouvez aussi dire qu'il y a un clivage géographique. C'est-à-dire qu'en gros, on est contre les gens qui vivent dans le 16e, dans le 8e. C'est la France périphérique du Guilluy. Oui, voilà, on se rapproche effectivement de ça. Mais c'est bien une lutte des classes. Il y a bien un clivage qui... L'artisan, le petit patron, c'est le nouveau prolétaire. Ben, exactement. C'est pour ça qu'il faut dépasser le clivage traditionnel marxiste, la définition des classes au sens salariat et patronat. Mais en revanche, il y a un vrai antagonisme, et d'ailleurs qui se traduit sur le plan électoral, avec Emmanuel Macron qui resserre autour de lui ce qu'on pourrait appeler le bloc bourgeois, qui est autour de 20-25%, contre le reste de la population. Et moi, ce que j'essaie de soutenir, et c'est ce qu'a essayé de soutenir le mouvement, c'est qu'en réalité, si vous considérez que l'électorat d'Emmanuel Macron, il est de 25%, ben moi je leur dis, les gars, vous êtes 24% à être cocus. Parce que Emmanuel Macron, il mène une politique pour les 1. Donc vous êtes 24% à vous faire avoir. Emmanuel Macron ne poursuit pas une politique qui sert vos intérêts. Voilà, ça c'était Romaric Sangars la réponse. Romaric, je n'ai rien contre les gilets incorrects. Voilà, rappel. Je voulais, juste dire, parce qu'il n'y aurait pas de contenu. Bon, je signale quand même qu'il y a une charte, qu'il y a un projet de charte que j'avais établi. Il a recueilli plus de 105 000 votes sur la page Facebook. Il a été approuvé à 92%. Mais c'est une méthode, c'est pas un contenu, c'est ce que je dis. Ah non, c'est pas du tout une méthode. C'était les revendications, c'était que la politique serve les intérêts de 99% de la population, non plus seulement de 1% les plus riches. Et après, vous aviez la baisse des taxes pour les classes moyennes, l'augmentation du SMIC, lutter contre la fraude fiscale, arrêter les privatisations, etc., etc. Et puis, vous aviez le référendum d'initiative citoyenne. On poursuit. Là-dessus, vous avez 100 000 approbations. On poursuit contre la fraude fiscale, Macron l'a fait avec Balkany quand même. Alors, c'est lui, franchement. C'est pas Emmanuel Macron. On va dire que je suis obsessionnel, mais bon, a priori, c'est quand même pas Emmanuel Macron, ni qui poursuit, ni qui juge. Donc, c'est lui qui va reprendre l'argent de Balkany. Donc, pour l'instant, va récupérer l'argent. Pour l'instant, vous n'êtes que marxiste et obsessionnel. On poursuit avec Pierre Gentillet, lui aussi avocat et confraternellement jaune. Confraternellement. Voilà, Maître Gentillet, je vous laisse Maître Boulot. Ah bah directement, comme ça. C'est un peu rapide, mais je réfléchissais, je vous écoutais et j'avais tellement de choses à dire sur ce sujet, parce que je vous suis depuis le début et c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Je pense qu'on a... J'ai vraiment pas mal d'analyses en commun. Ça va prendre 3 ans. J'étais sûr qu'il allait dire ça. C'est la confraternité, mon cher ami. Le devoir de délicatesse. Exactement, je vais vous le dire, cher confrère. Mais mettons le devoir de délicatesse de côté juste un instant, parce que je vous écoute, je suis vraiment en grande partie d'accord avec vous. J'ai fait partie au tout début des Gilets jaunes, en tout cas des manifestations des Gilets jaunes. Je ne me définis pas comme Gilets jaunes, mais j'ai fait les manifestations des Gilets jaunes, et notamment les premières. Et je trouve que, vous allez me dire, c'est peut-être que je le vois mal, mais je trouve qu'il y a une partie des revendications initiales qui sont complètement, du ressenti initial qui est complètement passé à la trappe. Parce que, qu'est-ce que c'est le début des Gilets jaunes ? C'est la taxe carbone. D'accord ? La taxe sur les carburants, pardon, j'ai autre chose en tête. La taxe sur les carburants. Et qu'est-ce qui se mobilise sur la taxe sur les carburants ? C'est pas les centres urbains. Moi, j'opposerais plus, ça rejoint votre analyse, la France urbaine, la nouvelle France mondialisée, connectée, etc., et la France périphérique, la France abandonnée. Et je pense que les revendications initiales ont beaucoup changé. Au départ, c'était une baisse de la fiscalité. Et après, on est passé sur autre chose. On est passé sur une revalorisation du SMIC, une hausse du pouvoir d'achat, non pas par une baisse des impôts, mais par une hausse des salaires versés et des minima. Donc, il y a une chose qui n'a pas changé, je vous l'accorde, c'est le RIC. Ça, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, c'est que je pense que le cri de cette France périphérique, c'est, effectivement, vous avez raison, c'est dirigé contre les hautes sphères, contre le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on leur donne tout cet argent ? Mais il n'y a pas que ça, pour moi, dans le ressenti des Gilets jaunes. Dans cette France périphérique qui meurt, c'est le cri de cette France qui dit « et nous ?» Qu'est-ce que c'est que tout cet argent qu'on donne ? C'est pour ça qu'ils crient contre la fiscalité. Parce qu'ils donnent énormément d'argent, mais et nous ? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une partie qui est occultée, c'est la question de l'immigration. Personne n'en parle dans les jeunes, c'est normal. Et ce n'est pas dans vos revendications,
je vous l'accorde. Je l'ai vu parfois, surtout au début justement, mais je l'ai vu aussi dans des vidéos de Gilets jaunes qui en parlaient. Alors, les gens de la France Insoumise qui manifestaient, je sais, disaient c'est plus compliqué que ça, mais je pense vraiment, je sais que je dois aller pour être court, mais je pense vraiment qu'il y a là aussi un cri de cette France qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces milliards et ces milliards qu'on met dans les banlieues quand on n'arrive pas à mettre un hôpital dans l'Indre ? Qu'est-ce que c'est que ces milliards et ces milliards qu'on va dépenser dans des plans sociaux, dans des aides, dans des minima sociaux ? Quand moi, je donne énormément d'argent, quand 20-30% de mon salaire, il va partir dans les impôts, c'est pour enrichir effectivement une partie des plus riches. Mais il y a aussi une autre partie, c'est cette France-là qui est en marge, qui est en sécession de la France, pour reprendre le titre d'un ouvrage bien connu. Et cette France-là, et j'en termine par là, la France du 93, je ne l'ai pas vue beaucoup chez les Gilets jaunes. Parce qu'il y a derrière l'idée des Gilets jaunes, l'idée d'une conscience française, et d'une conscience citoyenne à laquelle ils ne peuvent pas adhérer et à laquelle la France des Gilets jaunes périphériques adhère. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou est-ce que vous voulez qu'on poursuive le tour de table? Je veux bien répondre parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets on va faire court, si vous voulez bien. Alors, je vais faire court. Moi, je ne crois pas que les revendications aient évolué. Je crois que vous opposez des choses qui ne s'opposent pas. Ne s'oppose pas des salaires trop bas et donc la revendication d'une augmentation des salaires avec de l'autre côté... Je ne dis pas que je l'oppose, je dis que vous occultez une partie des choses. Non, avec la revendication de l'autre côté de la baisse des impôts pour la classe moyenne. Pour moi, ça ne s'oppose pas. La preuve, quand je disais le CICE, il va profiter en 2019 pour 20 milliards aux grands groupes. Et je disais, écoutez, les grands groupes, à mon avis, ils n'ont pas tout à fait besoin d'aide, d'allègement de charges sociales pour supporter des augmentations de salaire. Ils peuvent. En revanche, les PME, elles ne peuvent pas supporter des augmentations de salaire. Donc, concentrons l'allègement des charges sociales sur les PME. Ça leur permet d'augmenter leur marge et elles peuvent prendre en charge des augmentations de salaire. Donc, de cette manière-là, on voit qu'un allègement de fiscalité, on va dire, bien utilisé, peut permettre aussi d'augmenter les salaires. De cette manière-là, en fait, moi, je crois qu'on peut tout à fait combiner augmentation des salaires et baisse de la fiscalité. Ensuite, vous parlez d'immigration. Alors, bon, moi, je n'ai pas entendu parler sur les ronds-points de Rouen, encore une fois, de l'immigration. Mais je sais très bien qu'il y a d'autres ronds-points sur lesquels on a parlé d'immigration. Je ne suis pas complètement fou. Non, mais je le sais, je dis pas le contraire. Bon, ça me dérange que vous disiez... Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu un sentiment de renaissance, d'appartenance à la nation française. Et on a vu le drapeau. Mais moi, je suis très heureux que, effectivement, le mouvement se soit approprié le drapeau français. Sur les Champs-Élysées, c'était une pluie de drapeaux. Mais complètement, non, mais c'est ça qui fait peuple. Oui, il y a un peuple français. Et il s'est refait une fois et ça faisait longtemps. Exactement. Donc moi j'en suis très fier. Ça j'en suis très heureux. Je me demandais mais il est passé où ce peuple qui se révolte, qui est contestataire, J'ai etc. le même sentiment que vous. Bon, tout à fait. Voilà. Et tout de suite la référence a été la Révolution française 1789, liberté, égalité, fraternité. Donc tout ça était formidable. Ensuite, en revanche, quand vous dites que les populations d'origine immigrée sont pas venues parce qu'elles n'ont pas de sentiment d'appartenance, ben moi ça me désole en fait. Ça me désole. Oui. Non pas qu'elles soient pas venues, mais effectivement de faire le constat que elles se sentent pas forcément appartenir à la nation française, qu'ils se sentent pas des citoyens français comme les autres. Et moi j'aimerais en fait qu'on ait plutôt ces banlieues, ces quartiers qui viennent également. Au mouvement. Et ça, c'est un constat lucide qu'il faut avoir, mais pour trouver des solutions, pas pour les repousser, les stigmatiser. Et je termine simplement en disant que l'immigration, moi, j'ai pas fait les calculs, etc. Mais enfin, a priori, les fraudes, etc., j'ai entendu que c'était évalué plutôt autour de 15 milliards, notamment sur la fraude sociale, etc. Bon. Moi, les chiffres que j'ai donnés, c'est les cadeaux fiscaux, ISF, la taxe, exit tax, CICE, c'était 30 milliards. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards. Et la fraude fiscale, c'est 80 milliards. On est à 150 milliards. Le budget de recettes de l'État, c'est 240 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 3/4 de l'argent, là, déjà, qui va dans la poche des 1 ou des 0,1% les plus riches. Alors, l'immigration, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, mais quand déjà vous avez récupéré 150 milliards que vous réinjectez dans l'économie, à mon avis, vous avez réglé la question du chômage de masse et les difficultés économiques des petits salaires. On poursuit. Pierre Marin, de la Cocarde étudiante. Vous êtes cofondateur de la Cocarde étudiante. C'est en qualité d'étudiant que je vous ai demandé de venir. C'est une première. Et merci de rejoindre les vieux de la vieille. Merci. Et ce soir, c'est la Cocarde, donc bleu, blanc, jaune. Alors, on vous écoute rapidement par contre. Le mouvement des Gilets jaunes révolte assurément. Je veux dire, on a vécu en novembre et décembre 2018 des situations absolument chaotiques qu'on n'aurait pas envisagées 2 semaines avant. Révolution, il y avait quelque chose. Avec les cahiers de doléances qui remontaient, avec les préfets qui alertaient le pouvoir. Il y avait
un espèce de sentiment un peu étrange qui parcourait la population, ça je le reconnais complètement. Mais je crois qu'il y a eu, et je me permets de vous le dire humblement, il y a eu 2, voire 3 grandes erreurs qui ont été faites dès le début par le mouvement des Gilets jaunes. Le premier, c'est d'avoir eu ces porte-paroles. Alors je m'attaque à vous directement en reconnaissant bien entendu votre travail, mais je pense que c'était une très grave erreur de mettre des porte-paroles, parce que vous avez clivé le débat. Vous avez pris un peu le fonctionnement d'un parti politique assez régional, avec des antennes un peu partout. Il y avait Drouet, puis là il y avait Maxime Nicole, et puis vous étiez à Rouen. Bon. Et en fait, vous avez créé des figures à opposer à Macron. Et je crois qu'on a remarqué en 2017 et encore aux européennes, plus tard, qu'il n'y a pas beaucoup de figures qui tiennent le coup face à Emmanuel Macron, parce que vous pouvez le trouver incompétent, moi je le trouve absolument génial. Mais génial cyniquement, génial politiquement. Je pense qu'il est quasi imbattable. Et je pense que la grande erreur que vous avez faite, c'est de vous opposer en personne, de créer un clivage politique, d'entrer dans cette confrontation dans laquelle vous ne faites absolument pas le poids, et personne aujourd'hui en France ne fait le poids, face à Emmanuel Macron. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir pensé le temps. La révolution, c'est ce à quoi vous inspirez, ça se fait dans le temps court. Là, on en est au 46e acte. Et c'est quelque chose de tout à fait respectable, et peu de gens ont été capables de tenir aussi longtemps dans le temps. Et je ne dénigre absolument pas les gens qui manifestent, bien que ce ne soient pas exactement les mêmes, ni les mêmes méthodes qu'au début. Mais vous n'avez pas assez pensé le temps. Vous auriez fait 3-4 actes comme ceux qu'on a eus en décembre. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous auriez eu des conséquences bien plus importantes pour lesquelles étaient vos revendications. En poursuivant, vous avez permis une chose, c'est que Nathalie Loiseau, qui est la plus nulle candidate jamais vue depuis Eva Joly, fasse 22%. Et vraiment, je me suis senti dès le début des votes, je suis allé voir ce qui se passait. J'étais avec des amis, donc on faisait attention à pas trop s'approcher parce que c'était un peu violent à Paris. Mais je suis allé voir et je faisais partie de ces 80% de Français qui vous soutenaient. J'ai eu un vrai problème. Maintenant, pour faire un peu plus plaisir, je finis Martial vite. Oui, je pense que ça va s'amplifier. Je pense que l'essence de votre mouvement va s'amplifier. Pourquoi ? Si vous me permettez cette analogie, le pays est une cocotte minute. Et cette cocotte minute est en train de chauffer. Elle chauffe avant même ma naissance. Elle chauffe depuis Maastricht, en réalité. Et cette cocotte minute, parfois, rejette un peu de gaz. Alors, en 2005, elle a lâché un peu de gaz. Puis, comme on a continué à la faire chauffer, elle a commencé à monter. Puis après, elle est entrée en phase dégagiste. Elle a lâché un gaz en 2017. 2017, tout le monde a oublié que 50% des gens qui ont voté pour un anti-système. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, plus les petits candidats, on était quasiment à 50% d'anti-UMPS. Qu'est-ce qu'on a eu ? Le gouvernement le plus néolibéral de l'histoire de la Ve République et le plus systémo-compatible. Donc cette cocotte minute continue à chauffer. Les Gilets jaunes ont été une expression de cette pouvoir, et je pense que ça va continuer parce que les gouvernants aujourd'hui ne sont plus que des gestionnaires de l'appauvrissement général. Je pense qu'il y a un livre super sur justement la lutte des classes au XXIe siècle qui va sortir d'Emmanuel Todd en février, je crois, qui sera à lire. Et dans cette paupérisation générale qui s'annonce pour les années 2020 en Europe, en Allemagne, on parle maintenant de presque 20 millions de pauvres dans les années à venir. En France, on est passé de 6 millions il y a 10 ans à 7 millions 9, 8 millions. Facile, quoi. Donc, je pense que l'essence de votre mouvement va continuer. J'espère qu'il aura une autre forme et qu'il aura une forme politique, parce que c'est peut-être ce qui manquait dans votre mot au début. Voilà. On poursuit. Vous voulez dire 2 mots ? Si vous dites 2 mots, je vous laisse dire 2 mots. En 2 mots, je souscris évidemment totalement à la fin de l'analyse, puisque en fait c'est Emmanuel Todd, et comme Emmanuel Todd c'est mon intellectuel favori, évidemment je ne peux être que d'accord. Sur la question du porte-parole et de l'erreur, je ne crois pas, je suis le seul en fait à avoir été désigné porte-parole. Et j'espère que je n'ai pas été le pire, parce que tous les autres en fait ont été choisis par les médias. C'est ça le problème, c'est que vous avez... Par exemple, Jacqueline Moureau ou d'autres, qui ont été des constructions médiatiques. C'est-à-dire que, faute d'avoir justement désigné des représentants, ce sont les médias qui ont désigné les représentants du mouvement. C'est vrai. Et donc, à un moment donné, les gens à Rouen, ils se sont dit, on va lui donner mandat à lui, parce que quand même, au moins, on le connaît, et il va dire quand même ce qu'on pense. Et il va refléter véritablement ce que nous, on a envie de dire. Donc, c'est très compliqué. En fait, l'erreur du mouvement n'a pas été de désigner des porte-paroles. C'est justement d'avoir refusé d'en désigner parce qu'ils avaient peur de faire confiance. Et on peut le comprendre parce que ça fait 40 ans que de droite comme de gauche, ils se sont fait trahir par tous leurs représentants. Et qu'y compris dans le mouvement, il y a des gens auxquels ils se sont identifiés au début, qu'ils ont aimés, et puis qui très vite ont trahi l'intérêt du mouvement pour leur intérêt personnel. Juste en droit de réponse 20 secondes. Mais je maintiens que c'est une erreur parce que... Mais ils ne l'ont pas fait, ça ne veut pas être une erreur, ils l'ont pas fait. Plutôt que d'opposer la masse au pouvoir,
vous avez opposé des cibles. Et un opposant, on le fait tomber facilement. Une masse d'1 million de personnes, le président, il est face à son peuple, et là, la situation est d'autant plus difficile. Ça a été exactement ce qui s'est passé. Le mouvement n'a désigné personne. Je suis le seul à avoir été désigné comme porte-parole. Bon, on peut dire qu'en sans leader légitime, les Gilets jaunes ont obtenu plus que la CGT depuis 10 ans. Alors ce qui a été une force au début du mouvement est aujourd'hui sa faiblesse. Et oui, il faudrait s'organiser, puisque c'était une partie de la question. Oui, maintenant, il faut se structurer, s'organiser, parce qu'il faut être capable de porter des messages clairs dans l'opinion publique. Caractère horizontal du mouvement, caractère vertical, maintenant, il faudra y changer quand même. De toute façon, il n'y a une seule chose qui marche, c'est la diagonale. D'accord, on va la prendre. Allez, Nicolas Gauthier, gilet jaune, tendance Yellow Submarine. Allez, cadeau encore. Nicolas Gauthier, on vous écoute pour Boulevard Voltaire. Une révolution, ça commence souvent quand il y a un point de rupture, c'est quand le peuple ne veut plus et que l'État ne peut plus. Et là, effectivement, la révolte, ou la révolution qui s'annonce, n'est pas que d'ordre économique, même si ça commence toujours sur des questions fiscales. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même erreur qu'Emmanuel Macron, qui pense que l'économisme et l'argent résout tout. Et plus qu'économique ou de justice sociale, je pense que la crise est avant tout existentielle. Après, sur les revendications des Gilets jaunes, beaucoup de gens disent oui, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qui était souvent vrai. En revanche, on sait ce dont ils ne veulent plus. Et on vous parliez tout à l'heure de la Manif pour tous. La Manif pour tous était une révolte, elle aussi existentielle, parce que pour certaines personnes, on touchait à ce qu'il y a de plus sacré dans leurs croyances et dans la symbolique même de la société, qui est la famille. La famille est quand même la cellule de base de la société. Donc c'était pas non plus pour des questions pécuniaires. Le problème de cette France périphérique, c'est qu'elle souffre autant du même mépris médiatique, parce que le grand bourgeois c'était toujours raillé dans le système médiatique. C'est toujours Charlotte de Turckheim qui s'y colle ou Valérie Lemercier. Dans la France périphérique, oui, la figure médiatique qui est renvoyée, c'est les tuches. C'est le beauf, ivrogne, raciste, homophobe, et j'en passe. Autrefois, c'était le beauf de Camus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me semble être dépassé le simple cas de la justice sociale. Et il y a également ce que Christophe Quilly appelle la sécurité culturelle, et c'est là j'en reviens à ce qu'a dit Pierre, parce qu'il y a très raison de poser la question de l'immigration. Alors je sais bien que la question de l'immigration, c'est le grand non-dit à la France insoumise, c'est le grand non-dit dont tout le monde parle. Si Mélenchon s'est vautré, comme on sait, aux dernières européennes, c'est qu'il a fait le choix de la France bobo, CSP+, ou travailleurs intellectuels précaires des grandes mégapoles. Et avec ses Chikirou, Obono et toute la bande, effectivement, tout ce qui pouvait rester de classe populaire chez la France insoumise est parti directement voter Front National. Il y a eu aussi Andrea Cotarac, qui lui avait cette conscience de l'immigration, qui a fini par faire son coming out le pénis, mais avant, il y a Kujmanovic qui a été viré du mouvement tout simplement parce qu'il osait évoquer la question migratoire. Donc là, il y a quand même un problème. François Boulot n'est pas responsable de ce qui se passe à la France insoumise, non, je précise. Mais comme on parlait de Mélenchon... C'est pas à force de le dire qu'il est mélenchoniste qu'il est devenu. Pardon. Non, mais j'écoute. Et en revanche, quelqu'un qui l'a très bien compris, c'est là notre jeune ami a raison, c'est Macron, parce qu'il a des intuitions ou très bons conseillers. C'est son discours au New York Times, il a aussi évoqué l'immigration, parce qu'il sait très bien que c'est ce qui peut ramener à lui un petit peu de classe populaire et surtout rassurer la frange de bourgeoise de son électorat qui craint cette insécurité, qui a ce problème d'insécurité culturelle. Donc, on a compris, compris, François Boulot. C'est parti pour durer parce que les causes sont existentielles et c'est pas Macron qui les résoudra, qui les soignera, ne serait-ce que sur la justice sociale ou la question migratoire. Donc une révolte qui peut aboutir à une écoutez, si vous limitez la question existentielle à l'immigration, franchement, non, parce qu'on a parlé de la manif pour tous et on en revient avec la PMA. Alors là, je suis d'accord, on attaque encore les fondements même de la société. Je suis assez d'accord, mais alors la question migratoire, elle est identitaire, elle est culturelle. Pourquoi est-ce que tous ces gens ont fui les banlieues pour habiter dans la France des pavillons et qu'on a trouvé sur les ronds-points? C'est parce qu'ils ont fui les cités où ils étaient les derniers blancs, pour dire les choses comme elles sont. Alors je sais bien, ce sont des sujets qui sont toujours un peu compliqués à évoquer dans certains milieux. Je sais aussi que les Gilets jaunes étaient très intériorisés sur la question parce qu'ils ne voulaient pas que les médias rajoutent une couche sur le racisme présumé, mais sur les ronds-points où c'est une question qui est très prégnante. Moi, je vous dis, sur les 3 ronds-points dont je suis le porte-parole,
on m'en a pas parlé. C'est pour rien, je ne dois pas être tombé sur les bons ronds-points, mais il y en a 3. J'ai rencontré beaucoup de gens. On m'a pas parlé de ça. Mais vous êtes où? Dans quel rond-point, pardon? Vous êtes à Rouen. Justement, l'immigration chez vous, c'est pas grand-chose. Bah, Alors peut-être. que justement, non, mais certainement. je vous attaque pas. Je vous dis juste que c'est peut-être logique. À Chartres, à Rambouillet, Mais c'est pour ça que ne parlait quasiment que de ça. Mais c'est pour ça que je disais bien que je sais très bien qu'il y a Rouen, d'autres c'est les ronds-points Vikings. où on a parlé de ça. Maintenant, vous parliez de la question existentielle, je suis assez d'accord avec vous, mais pour moi, elle dépasse très largement le cadre de l'immigration ou identitaire. Parce que l'immigration, c'est de la culture. Non, mais attendez, je termine. Le problème qu'on a, c'est que le néolibéralisme, parce que je pense que c'est l'adversaire idéologique auquel on fait face, le système auquel on fait face, donne tout pouvoir au marché et vide de sens les existences. Parce qu'en fait, on réduit la liberté à l'acte de consommation. C'est ça, en fait. Et le marché a besoin de l'immigration. Non, mais après, tombez dans le si même vous voulez, piège, en fait. après, on peut, non, mais le problème, c'est que sur l'immigration, pourquoi les Gilets jaunes, publiquement en tout cas, n'en ont pas parlé? Parce que dans les médias, vous êtes pour ou contre. Il n'y a pas de nuance. Donc vous êtes un facho ou un bisounours. Voilà. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. C'est votre adversaire, les médias aussi. Mais c'est bien normal. Sûr. Non, mais ça, on a bien compris, Voilà. qui sont nos adversaires. Bah oui. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, c'est bien pour ça que stratégiquement, on a dit, bon, écoutez, on ne va pas parler de l'immigration en public. Bien sûr. Et on va se concentrer sur la répartition des richesses, la fiscalité, etc. Et puis la démocratie, parce que ça, c'est quelque chose où on va pouvoir porter dans l'opinion publique. Et ça a marché, il y a eu jusqu'à 80% de soutien. Mais venez pas dès maintenant mettre l'immigration... Je ne vous dis pas que ce n'est pas un sujet. Mais je dis qu'il faut arriver déjà à créer les conditions du dialogue, du débat, remettre de la nuance en politique, ce qui est impossible dans le débat public. Vous avez des gens qui, sur le terrain, sont extrêmement en colère, et donc quand vous faites des conférences ou des assemblées, vous en avez beaucoup, ils prennent le micro, ils expriment leur colère. Ils ne sont pas du tout dans le cadre d'un débat où on va pouvoir échanger des arguments rationnels et contradictoires. Tout ça est très compliqué, tout ça prend du temps. C'est un processus, et cette question de l'immigration a été tellement instrumentalisée. Moi, je refuse qu'on l'instrumentalise. Je veux dire, par exemple, quand on dit l'islam est incompatible avec la République, pour moi, ceux qui disent ça sont des irresponsables. Parce que c'est une impasse. Vous avez des millions de musulmans qui sont français, ce qui signifie que si vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la République, alors vous êtes en train de dire, mais je ne dis pas que vous le dites, mais il y en a qui... Je ne le dis pas, on me le reproche assez. Mais il y en a qui le disent. Ça veut dire que soit vous dites aux gens, à ces musulmans français, retournez chez vous, mais chez eux, c'est la France. Soit vous leur dites, démusulmanisez-vous, ce qui me semble un petit peu compliqué. Aucun parti politique ne dit ça. Non, mais... C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser parce que ça a des conséquences. Il y a des... Quand vous faites ça, vous faites apposer l'attention médiatique. Non, débat sur l'immigration. Attendez, je réponds, je finis là-dessus. Non, il y a des personnalités, des intellectuels, qui ont soutenu la thèse que l'islam n'était pas compatible avec la République et qui le soutiennent encore d'ailleurs. Et il va participer d'ailleurs, je pense notamment à Éric Zemmour, qui pense ça, qui dit ça, qui soutient ça. Mais c'est soutenable. Moi, je pense que intellectuellement. Non, pour moi, ça n'est pas soutenable. Le problème n'est pas de la compatibilité entre l'islam et la République. Le problème est que vous avez, comment dirais-je, des populations d'origine immigrée qu'on n'a pas réussi à intégrer à la société. Mais pourquoi c'est la société qui Ça doit répond pas à la intégrer? question. Je pense que vous... Enfin, il fallait bien que ça arrive. Mais si, mais bien sûr que si. Aujourd'hui, vous pouvez dire... Non, mais c'est un sujet sérieux. Non, mais c'est un sujet très sérieux. Mais vous voyez, c'est la démonstration de ce que avoir une argumentation nuancée sur ce sujet-là est extrêmement difficile. Nuancé, vous dites qu'on ne peut pas parler de ces choses-là. Comment ? Autour de ce plateau, il y a une On va donner la parole. nuancée. On va arrêter sur ce sujet-là qui n'est pas le sujet du débat. On reviendra si vous le voulez, bien Non, mais évidemment. moi, je suis prêt à débattre dessus. J'ai compris que vous ne vouliez pas évacuer cette question-là. Non. Mais comme ce n'est pas la question qui a été posée, qui est péripétie, révolte ou révolution, on termine par Philippe Randa. Je suis pour les Gilets jaunes de Lisbonne à Vladivostok, puisque vous dirigez le site Euro-Liberté. Très bien. On va revenir, tout le monde semble assez d'accord au moins que c'était une révolte, non pas une péripétie et encore moins une révolution, mais déjà une révolte. C'est cette fameuse révolte en fait qu'on attendait, dont on parlait, elle allait venir, on allait voir ce qu'on allait voir, la rentrée serait chaude, on avait ça depuis des décennies, et là elle est arrivée un peu de façon surprenante, un peu comme mai 68. Oui. Mais il ne se passe rien, paf, ça a explosé, et là ça a explosé aussi. Mais moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure des milliards que vous avez,
enfin, que vous avez récolté, que le gouvernement a cédé aux Gilets jaunes pour répondre à leurs revendications. Alors, à vos divisions, C'est moi qui l'ai dit, on parlait de 100 000 encore Gilets jaunes dans la rue ces temps-ci. Ce n'est pas les chiffres que j'entends par les médias, mais les médias, on peut s'en méfier, effectivement. Je n'ai pas les vrais chiffres. Moi, il me semble surtout que ça a été ce mouvement qui a rassemblé des centaines de milliers, je crois, au départ de Gilets jaunes. De mois en mois, c'est amenuisé. Au moment où Macron a extrêmement bien joué, et ça, notre nouvel invité sociétaire l'a très bien dit, c'est une belle victoire pour Macron, les Gilets jaunes. C'est même sa seule et première victoire dans tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Élysée. Il a réussi à gagner, parce qu'il a gagné les élections européennes, sa liste a fait une performance que jamais aucun petit parti qui naît comme ça, qui ne s'était encore jamais présenté, a fait. Avec une candidate nulle. Voilà. Et tous ceux qui se revendiquaient des Gilets jaunes, et surtout dont les Gilets jaunes ne voulaient pas entendre parler, les France Insoumises, les Rassemblement National, les Dupont-Aignan et tout ça, ont tous, le Rassemblement National a fait un score honorable, mais il n'a pas progressé par rapport au présidentiel. La France Insoumise s'est cassé la figure. Les Républicains n'ont pas disparu, mais quasiment. Dupont-Aignan n'a pas existé. Donc la victoire, elle est totale pour Macron à ce niveau-là, ponctuellement pour aujourd'hui. Alors maintenant, pour l'avenir, parce qu'on va parler un peu de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Vous êtes le représentant officiel et donc nommé par les Gilets jaunes. Très bien, c'est tout à fait respectable de Rouen. Donc, la seule immigration à Rouen, sans les Vikings, c'est plutôt sympathique. Donc je comprends que ce ne soit pas un problème à Rouen. Et vous allez, vous répondez à l'invitation de la France Insoumise en mettant, bien évidemment, toutes les conditions, que vous ne les soutenez pas, vous participez, c'est très bien, mais vous ne faites pas la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, vous auriez été invité d'abord par, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Rassemblement de la droite, là, auquel je ne crois pas beaucoup, mais vous l'auriez été invité, vous auriez là. Et après, vous étiez obligé d'aller chez Mélenchon. Et c'est ce que, depuis le début, l'impasse des Gilets jaunes, c'est ça. Vous ne voulez pas des politiques. Ah, vous voulez être différent. Eh bien, vous êtes différent, mais vous n'existez pas. C'est ça le problème. Et pourtant, vos revendications, eux, sont respectables, sont honnêtes, sont sincères, parce que je crois que l'ensemble des Gilets jaunes, dont vous êtes le porte-parole, donc je vous parle à vous en tant que porte-parole, de Rouen même, de tous les Gilets jaunes, vous ne savez pas être sûr, vous êtes honnête, vous êtes sincère, mais vous êtes dans une nullité politique qui n'aboutit sur rien, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on est politique ou on n'existe pas. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le contre-pouvoir actuellement dans le pays? Le contre-pouvoir, les millions de chômeurs. Voilà, ça c'est un contre-pouvoir. La crise économique, la France qui s'appauvrit, la disparition de l'ascenseur social, les chômeurs sont voilà, un contre-pouvoir. Sont un contre-pouvoir à terme, on les a tellement vus, les chômeurs, être un contre-pouvoir, qu'ils viennent de se manger une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va exclure une partie des chômeurs de l'indemnisation. Oui, et qui va les appauvrir encore plus. Parce que la véritable menace du système que représente Macron, mais que représentait avant François Hollande, avant Nicolas Sarkozy, avant Jacques Chirac, et ça a commencé déjà sous François Mitterrand, c'est cette impossibilité de résoudre la crise économique. Ah, mais en fait, et donc l'augmentation du chômage, parce que chaque année, le chômage augmente. On a beau transgresser et mentir sur les chiffres en déplaçant les gens sur le chômage, l'appauvrissement des Français, ça existe. Oui, et ce contre-pouvoir, il est là parce que politiquement, pour l'instant, Philippe, Macron a réussi. On va laisser notre invité répondre. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà, vous vous trompez. Si on est intellectuellement honnête, le chômage n'est pas, ou les chômeurs ne sont pas un contre-pouvoir. C'est une lame de fond de colère qui est en train de monter et qui va peut-être le renverser. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Non, j'avais dit qu'il était au pouvoir. Ma question était qui est un contre-pouvoir? Moi, je vous dis qu'en l'état actuel des choses, il n'y a que les Gilets jaunes qui constituent un contre-pouvoir. Et la meilleure preuve, c'est que les seuls qui ont réussi à le faire céder, à lui faire lâcher au moins. Mais il n'a rien lâché. Qu'est-ce qu'il a lâché? La première revendication des Gilets jaunes, c'était l'augmentation de l'essence. Eh ben, on vient de l'annoncer qu'elle va augmenter à cause des problèmes en Arabie Saoudite. C'est tout. Elle va augmenter à la pompe. Écoutez, à la fin du mois. On peut faire un portrait. Voilà. Je vous en prie. On peut faire un portrait très négatif, mais non, il a lâché des choses. Moi, évidemment, je suis le premier à le dire, ce sont des miettes. Mais n'empêche que les syndicats et quelconque autre organisation qu'il y a dans le pays n'avaient même pas obtenu ces miettes-là. Il n'y a que les Gilets jaunes qui l'ont obtenu. Ensuite, on n'a pas obtenu que ça. C'est la réalité. On n'a pas obtenu que ça. Tant mieux, alors. On a, sur le plan idéologique, on a brisé le mythe
qu'Emmanuel Macron a essayé de créer. Il était le président de la Startup Nation et tout allait bien et la France le soutenait. Il était jeune et dynamique, beau, intelligent et brillant. C'était un génie. Bon. En réalité, c'est faux. Dès qu'il est élu, il y avait déjà au moins la moitié de la France qu'il détestait parce qu'il y avait déjà eu 50% de votes, des vrais votes de rupture, des vrais votes contestataires, soit pour le Front National, soit pour la France Insoumise ou Dupont-Aignan. Donc, à la présidentielle. Donc à la présidentielle de 2007. Donc on a brisé ce discours médiatique-là et on a vu que non, dans la France, ça ne va pas bien. Il y a 9 millions de pauvres, il y a 150 000 SDF, il y a des gens qui dorment dans leur voiture, qui ne mangent pas pendant 2 ou 3 jours ou qui font les poubelles pour manger. Vous avez les services des urgences, des hôpitaux qui sont en grève depuis des mois et des mois. Vous avez les policiers qui sont montés contre la réforme de retraite. Bref, tout ça a créé quand même un climat dans le pays où maintenant tout le monde quand même se met en mouvement. Pour l'instant, ça ne converge pas du tout, mais ça a créé, si vous voulez, un message. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que les médias dominants mentaient, qu'ils protégeaient le pouvoir en place. Donc dans les esprits, ça a apporté énormément de choses. Ça n'a pas encore produit de résultats institutionnels, ça je vous l'accorde. Et évidemment que l'idéologie néolibérale dans laquelle on est va continuer à appauvrir les classes populaires, les classes moyennes et maintenant les classes moyennes supérieures. Et bien sûr, c'est la lame de fond qui est en train de monter qui fera à la fin que le système sera balayé et renversé. La question est celle du temps. Mais dire aujourd'hui, dans le désert de la contestation, que les Gilets jaunes n'ont pas plus produit que les autres, je crois qu'il faut être sérieux. Oui, on a produit ce que personne d'autre n'a produit depuis au moins 10 ou 15 ans. Je suis impatient de vous voir en 2022 quand même. Eh bien, écoutez, il sera toujours jeune. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous coupe. Parce que je vois bien que ce débat vous passionne, j'en suis ravi. Merci d'avoir apporté les réponses. Moi, le seul élément que je veux donner à Philippe Randa, parce que ça, c'est la vérité, c'est que François Boulot était, il y a quelques heures, l'invité du magazine de la chaîne de télévision Le Média, qu'il est aujourd'hui l'invité de la chaîne TV Liberté, qu'il va à Russia Today, qu'il va à France 3, qu'il va là où on le demande, et qu'il a toujours répondu présent, sans conditions, notamment pour cette émission. Voilà, il fallait que je le dise, et ça, je vous l'ai indiqué, il n'y a pas eu de conditions particulières. Vous êtes venus et vous découvrez ce qu'on vous dit. Voilà. Le pouvoir d'achat fraîchi, remettez vos gilets. Ah, Rodriguez, vous étiez avec lui à Toulouse. On est une bande de jaunes, on nous fend la gueule. Ça, bien évidemment, c'est pour... comprenez, vous pensez que la police, elle est barbare ? Il y a certains policiers qui, effectivement, se comportent comme des barbares. Et ils y sont vivement encouragés par les instructions du pouvoir et l'impunité dans laquelle ils peuvent agir. Je rappelle quand même que de toutes les plaintes qui ont été instruites pour l'instant par l'IGPN ou la justice, il n'y a pas eu une sanction encore à ce jour. Il n'y a pas eu une sanction contre un policier. Et pourtant, des images de violence disproportionnées, de la disproportion dans l'usage de la force, je rappelle que le seul cadre, c'est la légitime défense. Bon, il y a évidemment un nombre d'images invraisemblables. Qu'il n'y ait pas eu une sanction aujourd'hui. Et pire que ça, d'ailleurs, vous avez Christophe Castaner qui donnait des médailles là, aux policiers, y compris ceux qui sont visés par les enquêtes. Bon, si vous voulez encourager l'usage dans l'abus de la force, vous n'avez pas besoin de vous y prendre autrement. C'est comme ça qu'il faut faire. Gilets jaunes, bientôt 1 an, et le président de la République dit il faut bien que jeunesse se passe, mais c'est un peu long. Voilà. Et puis, pourquoi mettre fin au mouvement ? Forcément, il y a du boulot. Ça, c'est forcément cela. Et puis parce que, quand on joue avec les noms, on ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Au programme, bistrot, boulot, dodo. Pas dodo tout de suite. Il me reste bien évidemment à vous indiquer qu'on va poursuivre ce débat. Et en attendant de poursuivre ce débat, je vous invite à rejoindre les pages boutiques du site de tvliberté.com. TV Liberté, c'est avec un S, n'oubliez pas, .com, pour découvrir le parfum Terre de France pour hommes et pour femmes au service de notre pays, imaginé et fabriqué en France. Il invite à la solidarité nationale puisque 100%, là aussi, des bénéfices sont reversés, même c'est mieux, à des associations qui aident des agriculteurs, des militaires, les artisans, des écoles rurales, etc. Donc, sur le site de TV Liberté, vous découvrirez ce parfum pour hommes, santal, musc blanc, jasmin, et pour femmes, clémentine, réglisse, etc. C'est formidable et ça plaît énormément et ça marche très très bien. Terre de France, notre partenaire dans cette émission de Bistro Liberté, et on avance pour un nouveau débat. Voilà, François Boulot, on se retrouve pour ce Bistro Liberté avec cette rubrique nouvelle qui est celle des confessions. Et pour cela, on s'est offert, mais avec beaucoup de moyens, une voix, comme sur TF1. On a une voix qui va vous poser les questions et on va tout de suite l'écouter.
quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Ah oui, me dites pas l'acte 27 ou l'acte 28 ou l'acte 42. Hein, non. Autre chose que les Gilets jaunes, si vous avez le temps de vous extirper de votre vie militante et associative. Peut-être l'incendie de la forêt amazonienne et la réaction d'Emmanuel Macron, qui me semble relever d'une irresponsabilité, d'une impréparation, d'une inconséquence, où tout de suite, il vient condamner Bolsonaro de ne pas agir pour essayer de sauver la forêt amazonienne. Et puis, il renonce au Mercosur, mais alors il a signé le CETA quelque temps auparavant. Enfin, on ne comprend pas du tout où Emmanuel Macron veut en venir. Et alors que c'est quand même un événement majeur. On sait ce que recouvre l'importance de l'Amazonie pour la planète, tout simplement. Je trouve de manière générale, mais je crois qu'on y reviendra plus tard, que l'écologie est traitée de manière très inconséquente pour l'instant par les gouvernants, qu'ils soient français ou dans l'ensemble des pays du monde. Pourtant, avant, il y avait Ségolène Royal, c'était quand même bon. On va continuer sur les questions. Allez, la voix, c'est à vous. Quel est votre héros dans la fiction ? Bon, alors, si c'est l'enfance qui parle, c'est vrai que moi j'aimais bien Batman. Mais si je veux faire une réponse un peu plus sérieuse... c'est un gilet noir, lui. J'aime bien Neo, en fait, dans Matrix. Alors, je m'identifie à lui, pas pour les pouvoirs qu'il a, etc., mais pour le fait qu'il ait choisi à un moment donné la pilule rouge, qu'il était endormi dans la matrice, et puis qu'il s'est réveillé, il a découvert la réalité. Et moi, c'est un peu ce qui s'est produit dans mon cheminement personnel d'un point de vue politique, c'est que jusqu'en 2012-2013, j'étais totalement endormi. Je dis que j'étais dans le coma politique. C'est ce qui m'a fait voter oui en 2005 et Sarkozy en 2007. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Et donc, j'ai eu le sentiment, effectivement, de m'être émancipé, d'être sorti de la matrice, d'avoir découvert le monde réel. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même logiciel que j'avais avant. Et donc, en cela, je m'identifie un peu à cette histoire dans Matrix où Neo découvre en fait que tout ce qu'il croyait vrai avant était en réalité illusion. Neo dans Matrix, la voix, vous avez votre réponse, alors poursuivez. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner ? Je vais peut-être un peu surprendre, mais j'aimerais beaucoup dîner avec Emmanuel Macron. Ah, mais serait... Ça me permettrait de lui poser la question que je me pose, qui est $1 million. Est-ce qu'il est incompétent ou est-ce que c'est un escroc ? Parce que a priori, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, mais bon, on m'a demandé si je voulais dîner avec. Ça me permettrait de lui poser la question. Je voudrais voir sa réaction parce que, franchement, s'il croit à ce qu'il dit, il va rester jusqu'au dessert, mais bon. Non, mais s'il croit à ce qu'il dit, il est vraiment aveugle. Pourquoi incompétent ? Où incompétent ? En 2 secondes. Parce qu'il croit à la théorie des premiers de cordée. Alors, c'est le ruissellement, en fait. Il nous dit non, c'est pas le ruissellement, c'est les premiers de cordée. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça fait 40 ans que les premiers de cordée, ils ont coupé la corde. Ils ont fait sécession. Donc, à un moment donné, on va peut-être arrêter de dire « Oh, mais oui, mais ces gens-là, vous comprenez, il faut qu'ils consentent à l'impôt. » À qui, ici, on demande de consentir à l'impôt ? Moi, j'ai jamais consenti à l'impôt, moi. On m'y soumet. Pourquoi il y a des gens à qui qu'on ne soumettrait pas à l'impôt ? En fait, très simplement... pourquoi est-ce que vous accepteriez que quelqu'un qui, parce qu'il a une Ferrari, n'est pas soumis aux mêmes limitations de vitesse ? Bon. Voilà, il croit à cette idéologie-là, Emmanuel Macron. Donc franchement, après toutes les écoles qu'il a faites, je me demande, est-ce qu'il est incompétent ou est-ce qu'il sait très bien pour qui il travaille, c'est-à-dire pour les personnes qui lui ont permis d'accéder au pouvoir ? Petit complotisme. Non, pas du tout. Parce que un petit peu quand même. Hein, non. Oh bah si. Pas du tout. Alors, ça, pas du tout, il travaille pour des gens... Le complotisme, c'est utilisé à chaque fois pour tous ceux qui remettent en cause les versions officielles. Donc, si vous contestiez... la Terre est plate. Par exemple, mais si vous contestiez l'existence des armes de destruction massive en Irak en 2003, vous étiez complotiste. Bon. Et puis en fait, il s'est avéré oui, effectivement, il n'y en avait pas. Bon. Donc là, non, tout est parfaitement documenté. Vous avez plusieurs livres qui sont sortis sur le sujet. On sait très bien qui sont les réseaux, les amis d'Emmanuel Macron, qui sont soutenus par Bernard Arnault, etc., Xavier Niel. Enfin,
on sait tout ça est parfaitement documenté. Quand on voit le nombre de unes dont il a bénéficié, il y en a eu au moins 50 en 2016-2017, je veux dire, Emmanuel Macron, c'était un pauvre ministre de l'économie qui avait des résultats extrêmement médiocres comme ses prédécesseurs, et on ne comprend pas bien pourquoi il a bénéficié d'une telle médiatisation. Parce qu'il était jeune et dynamique. Oui, on va laisser la ça, voix. je pense que c'est une construction artificielle, et il a été bien poussé. Il a bénéficié d'un bon petit vent dans le dos. Parfait. La voix, c'est à vous. Et si vous étiez un livre ? Alors, moi, il y a un livre que je trouve formidable, c'est un classique, mais dans l'époque actuelle, et compte tenu de la novlangue des macronistes, évidemment, c'est 1984 d'Orwell, parce que alors, vous avez un nombre d'analogies aujourd'hui, je veux dire, on y arrive là, on est quasiment en plein dedans, où je veux dire, le langage est dénué de tout sens, tous les mots sont corrompus, sont à front renversé. Bon, par exemple, vous voyez, maintenant on appelle des licenciements collectifs, vous ne dites pas ça, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Quand vous entendez ça, vous pouvez être à peu près sûr que le but, ce n'est pas du tout de sauver un emploi. Vous pouvez être sûr que les emplois sont supprimés, en fait. Tout est à front renversé, et les députés En Marche sont dans cette logique-là. Donc je trouve que George Orwell, notamment sur la novlangue, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des idées extrêmement puissantes dans ce livre, qui me semble devoir être à nouveau relu et encore relu, parce que c'est un classique, mais qui est loin d'être démodé aujourd'hui. 1984, Orwell, un classique. Et encore des questions, la voix ? Que chantez-vous sous la douche ? Alors moi, je ne chante pas sous la douche, je chante plutôt dans ma voiture. Alors je ne sais pas si ce qui vous intéresse, c'est ce que je fais sous ma douche ou ce que je chante. Pas particulièrement. Sauf si vous me dites que vous l'avez, ça me convient. Non, mais alors, la douche, c'est souvent le moment où je trouve mes argumentations, ma punchline. C'est souvent le moment où je suis le plus productif sur le plan intellectuel. Et après, si on parle de musique... C'est donc 5 minutes par jour. Exactement. Non, mais c'est bon, moi, je ne produis que 5 minutes par jour. C'est très bien. Écoutez, ça fait déjà des bouquins. Hein. Mais déjà, si j'ai une nouvelle idée tous les jours, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la musique, moi, j'aimais bien la chanson française quand j'étais adolescent, Goldman, Balavoine, etc. Et sinon, j'adore Dire Straits, Queen. Voilà. Donc la chanson française, Balavoine. Oui, Balavoine. Moi, j'adore Aznavour aussi. D'accord. Brel. Voilà. Et les vivants. Et Goldman, on a dit Goldman. Oui, allez, voilà. allez, je vous ai sauvé. Et puis Mark Knopfler de Dire Straits, s'il n'est pas mort. Voilà. Ah oui. D'accord, très bien, c'est parfaitement clair. Dernière question, j'ai l'impression. Que dira de vous la postérité ? Pour rien, en plus, il fallait l'attendre, monsieur. Ouais, écoutez, si la postérité déjà retient que j'étais sincère dans mon engagement, ça m'ira très bien. Allez, la sincérité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on se retrouve pour la suite de Vice de Liberté dans quelques instants. On borde la ligne jaune. La fin du monde. Vous y croyez ? Les livres de prédiction apocalyptiques annonçant la fin du monde sont des succès de librairie. Les légions de collapsologues paniqués ne cessent de croître et ont pour porte-parole les Verts et pour égérie la jeune Greta Thunberg. Et vous, la fin du monde prochaine, vous y croyez ? Et on se retrouve sur ce Disque Liberté, toujours en ligne jaune. Notre invité François Boulot, porte-parole à Rouen des Gilets jaunes. Et cette question importante, la fin du monde. Vous y croyez ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une école de pensée. Alors, scientifique, je ne sais pas, parce qu'il y a débat autour de cela qu'on appelle la collapsologie et qui indique qu'en fait, on est devant des effondrements globaux et qu'on va finir par disparaître. Alors d'ailleurs, le grand porte-parole finalement de cette courant de pensée qui est Pablo Servigne considère, lui, que d'ici 2020, maintenant 2025,
eh ben, tout va s'effondrer. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Je vous ai vu parler de la forêt amazonienne, etc., donc d'embrayer sur un discours très Greta Thunberg, pardon. Est-ce que vous croyez à la fin du monde? Bon, je ne sais pas si le problème il se pose dans ces termes. Le changement climatique, c'est une réalité. Le réchauffement de la planète, c'est une réalité. L'effet de l'homme sur ce réchauffement, c'est aussi une réalité scientifique. Bon, maintenant, avoir des discours catastrophiques, je pense que c'est plus contre-productif que l'inverse. Parce que vous savez, quand on annonce à quelqu'un une catastrophe, il peut avoir psychologiquement un blocage, en fait, et il se dit, bon, bah, à quoi bon changer mon comportement si de toute façon on va tous mourir. Bon. Donc je crois qu'il faut essayer en revanche d'analyser les choses de manière rationnelle. On ne traitera pas la question du changement climatique, qui passe par notamment le changement des modes de production et de consommation. On ne traitera pas ça tant qu'on est dans le cadre de l'idéologie néolibérale. Bon, moi, j'appelle l'idéologie néolibérale la dictature des ultra-riches. Alors, ça dit beaucoup mieux ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une toute petite partie de gens très puissants, très très riches, qui contrôlent les multinationales, les banques, les assurances, et puis ceux-là ne sont pas soumis aux normes, ne sont pas soumis à la régulation, et il faudrait les aider toujours plus fiscalement, s'agenouiller devant eux, etc., de sorte que, en fait, ils produisent selon leur bon vouloir, comme ils veulent, et donc vous vous interdisez de réguler les choses, et donc de pénaliser ou d'interdire les activités qui seraient polluantes pour encourager les activités qui sont vertueuses. En fait, on est bloqué dans un paradigme depuis des années qui est donc, sur le plan économique, celui de la croissance. Et on vous dit, bon, vous avez un gâteau. Alors, il est réparti de manière assez inégalitaire. Les riches en prennent une bonne part, puis les pauvres, bon, ils prennent chacun la petite part qui leur revient. Et on vous dit, surtout, vous ne pouvez pas changer la clé de répartition du gâteau. Ça, vous ne pouvez pas, parce que si vous essayez d'imposer un peu plus les riches comme les autres, alors ils partent, l'économie s'effondre, c'est la catastrophe. Donc la seule solution qu'on ait, c'est d'augmenter le gâteau pour donc, avoir de la croissance, pour que les pauvres, bon, bah, ils en aient un petit peu. Les riches en auront beaucoup, puis les pauvres un petit peu. Non, sauf que le problème, c'est qu'on a compris qu'on a un monde qui a des ressources limitées, on ne peut plus fonctionner sur la croissance infinie. Donc en fait, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir changer la clé de répartition. Il va falloir répartir le gâteau différemment. Parce que derrière la question du changement climatique et de la nécessité de transformer les modes de production et de consommation de la société, vous devez avoir une adhésion massive de la population. Et vous ne ferez pas d'adhésion massive si vous n'avez pas un sentiment d'équité au sein de la population, que les efforts sont équitablement répartis. Et c'est ce qui a provoqué la colère et la révolte des Gilets jaunes, c'est qu'on leur a imposé une taxe sur leur carburant à eux, mais on n'imposait pas le kérosène ou les paquebots, etc. Donc ils ont dit, attendez, vous commencez par nous, mais pourquoi vous ne commencez pas par les plus riches ? Ils ne roulaient pas en Ferrari, les gars, en plus. Hein. Et eux, ils ne roulent pas en Ferrari. Voilà. Alors donc, ce discours de fin du monde, vous y croyez ou pas? C'est ma question. Ben, moi, je crois que... l'effondrement. Moi, pendant comme vous êtes très écologiste, et j'allais dire, c'est presque une écologie de riches, celle qui est défendue sur la notion de cette notion d'effondrement. C'est très occidentalo-centré, si j'ose dire. Oui, après, je ne sais pas, c'est pas des termes avec lesquels je suis à l'aise, parce que moi je suis pas un scientifique, je sais pas ce qui va se produire, comment ce qui va se produire exactement. C'est complètement fantaisiste. Hein. Non, mais je ne suis pas assez spécialiste du sujet. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut faire la transition écologique et qu'en plus, ça nous donne un horizon à long terme. Et j'y vois aussi un moyen de pure stratégie politique, c'est qu'en fait, vous avez les classes moyennes supérieures qui vivent confortablement et qui donc peuvent entrer dans l'émancipation politique, dans la voie de la politisation, par l'écologie, parce que ça les inquiète, l'écologie. Donc j'y vois un moyen, en fait, de parler aux classes moyennes supérieures, de leur expliquer que dans le néolibéralisme, l'idée que, finalement, la loi du marché domine tout, que les intérêts individuels convergent naturellement vers l'intérêt général, leur expliquer que cette idéologie-là, elle est fausse, ça fait 40 ans qu'elle ne marche pas, et donc il va falloir changer de paradigme. Et donc de cette manière-là, on peut arriver à les faire entrer dans l'idée que fin du monde et fin du mois, c'est le même combat. Ouais. Dernière question, avant de laisser les sociétaires répondre aussi. Comment j'entends Yves Cochet, par exemple, qui est quand même ancien ministre de l'écologie, hein, même s'il n'a pas laissé une trace indélébile, mais il dit, lui, il pense que tout va s'effondrer, hein, donc lui aussi, il pense que c'est en 2025, puis il a eu cette phrase, il dit, finalement, le futur, c'est le cheval, c'est-à-dire qu'on va, bien évidemment, avoir un retour en arrière. Dans ce retour en arrière, je me dis, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir, monsieur? Ils vont crever, les pauvres. Les riches s'en sortiront, mais les pauvres. Donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que je me demande je ne crois pas, si vous voulez, au fait qu'on revienne au cheval.
Je veux dire, on en est tellement loin. On en est à sortir de un la iPhone. décroissance à la décroissance, on finit par arriver. Cochet dit on arrive au cheval. On en est à sortir un iPhone tous les 6 mois quasiment. Je ne vois pas qu'on abandonne la voiture, qu'on vienne aux calèches, etc. Enfin, faire adhérer les gens à ça me paraît quand même très compliqué. Ce que je note, c'est que j'ai vu un passage d'Yves Cochet, etc. C'est que beaucoup de ces gens qui sont dans cette mouvance-là, moi je conteste le fait qu'on va agir efficacement en adaptant uniquement nos comportements individuels, notamment de consommation. C'est indispensable, chacun doit faire sa part, mais c'est insuffisant. Si vous n'avez pas la puissance publique, les États qui enclenchent les grandes directions pour changer les modes de production et de consommation, on n'arrivera strictement à rien. Donc moi, je conteste cette idée de certains écologistes qui disent allez vivre dans votre bunker, vous consommez local, etc. Bon, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle les survivalistes. Ça voilà. existe, Bon, c'est intéressant d'ailleurs. Ça ne suffit pas. Si véritablement on veut essayer de sauver l'écosystème qui nous permet de vivre sur cette planète quand même dans nombre d'endroits du monde avec des conditions de vie qui sont extrêmement agréables, il faut l'intervention de la puissance publique. C'est elle qui peut permettre d'orienter la production, d'interdire des activités dont on considère qu'on ne peut plus continuer parce qu'elles polluent trop la planète et d'arriver à réguler tout simplement les choses. En fait, le défi qu'on a, c'est d'à nouveau de réguler les activités économiques. Depuis trop longtemps, le marché a surplombé la politique, a surplombé les démocraties. Et par conséquent, on n'a plus la maîtrise en fait de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme. Et il faut revenir aux besoins. On va poser la question à nos sociétaires. Est-ce qu'ils croient à la fin du monde? Est-ce qu'ils s'y préparent? Est-ce qu'ils sont collapsologues? Pierre Marin, vous êtes jeune. Est-ce que vous êtes déjà collapsologue? Dieu merci, non. Je me porte bien psychologiquement. Donc je veux avec les pitreries de cet ancien ministre, vraiment. Et, non, mais ou les discours parfois, vraiment, et je le dis sincèrement, et sans moquerie, hyper effrayants de Greta Thunberg. Je pense que viennent desservir l'action politique de gens raisonnables et sensés qui sont face à un problème et qui essaient de le régler. Elle fait bouger les choses. Oui, elle fait bouger les choses. Alors maintenant, il y a Iris la française et Inga la polonaise. Enfin, non, elles font rien bouger du tout. Elle répète les rapports du GIEC. Alors c'est très intéressant. Et c'est pas moi qui vais contredire l'engagement d'une jeune. Au contraire, je trouve ça génial. Mais il y a quelque chose de presque mystique et malaisant dans cet engouement quasi religieux, essentiellement médiatique d'ailleurs. Moi, qui m'inquiète énormément. Elle doit voir le carbone à l'œil nu. C'est ça. Sérieusement. Hein. Je rigole pas. C'est un article très sérieux qui a sorti ça. Je trouve. Qui a mis un doute sur le fait qu'elle pouvait voir le carbone. C'est super important. Sur une vision christique. C'est super important de pouvoir amener la parole du GIEC et des scientifiques à la portée de tous. Mais moi, enfin, j'écoute même plus ce qu'elle dit. Je regarde consterné le cinéma quand elle croise Trump. Enfin, et je trouve pas ça très sain. Bon, moi, je trouve simplement que le comportement de Cochet ou Greta, enfin, en tout cas des jeunes qui participent à ça, dit quelque chose de l'impuissance de ce camp-ci. Parce que je considère que ces gens, les progressistes, le camp du bien, sont responsables de la situation actuelle. Parce que le réchauffement climatique, c'est la première limite moderne au progrès. C'est-à-dire que dans le progrès, on a l'idée que tout ce qui est nouveau est amélioratif, tout ce qui est nouveau est forcément meilleur. Et bien là, non. Le progrès industriel, le progrès des moyens de production et du commerce est en train de détruire l'écosystème. Et il n'y a rien qu'à voir ce qui s'est passé cet été, où le jour du vote du CETA, on organise comme par hasard la visite de Greta Thunberg en grande pompe à l'Assemblée. Et puis l'après-midi, on vote le CETA. Et quand une journaliste essaye de la mettre bien et lui dire ouais, qu'est-ce que vous pensez de cet accord de libre-échange qui va faire qu'on va encore faire traverser à des animaux l'océan, concrètement, quand on se pose et qu'on y réfléchit, c'est quand même délirant. I don't care. Enfin voilà. Sur les questions écologiques, moi je pense que la prise de conscience, elle est générale. Elle est générale. Aujourd'hui, on sait tous qu'on abîme nos écosystèmes et qu'il faut préserver les océans, dont on parle assez peu, mais qui sont un vrai sujet. Et je pense que pour penser réellement et correctement une politique environnementale, et vous l'avez déjà dit, on ne peut plus le faire sans penser aux révolutions industrielles qui ont eu lieu depuis 150 ans, c'est-à-dire à peu près l'époque où les émissions de gaz à effet de serre commencent par le charbon. On ne peut plus penser sans l'expansion commerciale. Vous voyez, il va falloir qu'on se mette dans la tête d'arrêter de manger des tomates l'hiver. Mais vous imaginez la révolution que ça implique dans nos consciences. On ne peut plus penser sans une politique environnementale sans changer nos modes de consommation. On parlait tout à l'heure de l'alimentaire, mais on peut aussi parler du textile, on peut aussi parler de l'Internet, qui représente à peu près 10% de la pollution mondiale. Voilà. Et ça, je ne crois pas, pour finir en totale coordination avec François Boulot, que ça soit concevable... Convergence. Je préfère. Que ce soit concevable dans la mondialisation, ou en tout cas au niveau européen, dans l'État maastrichtien, qui est par essence la concurrence et le commerce. On continue
continue les points de vue. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Romaric, Sangar. Pierre Gentillet. Allez, tous les jeunes à l'assaut. Je vais rebondir justement sur, puisque Pierre a lancé le sujet Greta, je vais m'engouffrer dans le sujet Greta pour parler de la fin du monde. Parce que, voyez-vous, moi j'ai essayé d'écouter ce qu'a dit Greta Thunberg, à chaque fois je prononce mal le nom, c'est bien ça, c'est Thunberg. c'est ce que j'ai en Elle tête. s'est exprimée à la tribune, je crois que c'était à l'ONU. Oui, c'est ça. Et elle a dit, elle a fait un discours complètement inconséquent, absurde, hystérique, dans lequel toute la presse était en pamoison. En même temps, c'est la presse qui l'a fait monter. Je veux dire, cette fille-là, elle n'a que la presse avec elle, parce que vous avez juste à lire... Des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui défilent dans le monde entier pour le climat. Alors, me dites pas que c'est... Une manifestation spontanée. Non, mais attendez, on est d'accord, c'est une bonne cause. Le problème, c'est que la cause est mal instrumentalisée. Je vais vous dire une chose, les gens ne sont pas dupes. Je me suis amusé à regarder un article de 20 minutes, pour ne pas le nommer, et sur Facebook, et vous regardez les commentaires en dessous, mais c'est hallucinant. Vous voyez qu'ils sont tous en train de taper sur Greta Thunberg en disant que c'est une manipulation, que c'est monté, etc. Mais ça ne veut pas dire que la cause est fausse. Et justement, ce que je veux dire, c'est que... Et que la personne soit sincère. De quoi? Et que la personne est sincère, peut-être, non? Je pense qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle dit. D'accord. Je suis très sérieux et je n'attaque pas cette jeune fille pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de peine, parce que si j'étais à la place de ses parents, d'ailleurs je pense que ses parents devraient aller en prison, parce que ce qu'ils ont fait concrètement... Non mais ils lui ont... Elle a dit à un moment à la tribune, vous m'avez volé mes rêves, vous m'avez volé ma jeunesse. Mais non, c'est pas du passé, on est en train de te les voler. Parce que là, pendant que tu fais le pitre, pour rien. Parce que, attendez, excusez-moi, on poursuit la France. Vous en parlez. On poursuit la France. Vous savez pas ce qu'a dit Macron, vous savez pas ce qu'a dit le président. Attendez, laissez-moi terminer mon raisonnement. Laissez-moi Thunberg. terminer mon raisonnement, Martial. Je termine. Aujourd'hui, elle attaque qui? Elle attaque la France. Mais attendez, qui est-ce qui pollue le plus? Est-ce qu'elle s'attaque à la Chine? Est-ce qu'elle s'attaque à l'Inde? Est-ce qu'elle parle du problème de la surpopulation humaine? Parce qu'attendez, l'écologie, c'est l'idée de dire que c'est l'activité humaine qui dérègle un monde naturel. Et par les émissions de gaz à effet de serre. Mais pardon. Aucun écologiste sérieux ne peut s'exprimer s'il ne parle pas de la démographie. Quels sont les continents qui vont exploser démographiquement? L'Asie avec l'Inde et l'Afrique. Personne n'en parle de ça. Et ces gens-là, généralement, sont immigrationnistes. Donc, sont pour faire en sorte que les flux explosent. Et quand les flux explosent, eh bien, l'endroit où il y a ce flux, eh bien, on sait qu'il explose aussi, parce que si on arrive à envoyer un enfant en Europe, ça nourrira toute la famille. Donc, ces flux de natalité, cette natalité explose. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur une bonne idée. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit Pierre, mais effectivement, l'écologie, c'est vraiment le thème qui nous arrive ici. C'est la question, au fond, de nos limites humaines. Et je trouve que ce thème est instrumentalisé. On réduit la question écologique, uniquement à la question du réchauffement climatique. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la question du localisme, la question de ce qu'on produit, de notre écosystème, de plein de choses. Et une dernière chose pour terminer. Oui, parce que, est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il peut y avoir l'effondrement de notre civilisation? Il y en a eu dans l'histoire. Rome a disparu, d'autres. Mais vous m'avez tout le temps coupé, donc je ne vais pas réussir à terminer. Mais je veux juste remarquer un petit truc avant de vous répondre. C'est que moi, j'ai été bien élevé et on m'a toujours appris, le on étant la presse, de ne pas jouer sur les peurs. Je note que Greta Thunberg veut qu'on ait peur. Et tous les médias relayent cette peur. Ça, je suis d'accord. Quand d'autres personnes parlent de peur, vous savez, la fameuse vague migratoire qui arrive, on dit non, vous jouez sur les peurs. Il y a des peurs sur lesquelles il faut jouer, il y a des peurs sur lesquelles il ne faut pas jouer. Je voulais juste le mentionner. Et pour répondre à votre question, sur la question de la fin du monde... J'ai bien fait d'être d'accord. Oui, non, mais sur la question de la fin du monde, et après je laisse les autres parler, si vous voulez, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas quand est-ce que le monde va s'écrouler, mais ce qui est sûr, c'est que notre monde n'est pas illimité. Et je crois vraiment à l'idée, effectivement, de la limite. Je la pense au sens spirituel, et je la pense au sens matériel. Et je pense qu'aujourd'hui, la maladie de notre siècle, c'est le désir illimité. Et ça, on peut parler de l'AGP, on peut parler de la PMA, on peut parler du commerce, on peut parler du néolibéralisme. En fait, tout ça, c'est la même chose. C'est que je pense que l'individu, depuis qu'il a voulu tuer Dieu, pour parler vite, ne met plus de limite à son être. Et ça devient chaotique. On poursuit, allez-y. C'est open. Allez-y. Conclurez, bien évidemment. Vous aurez la conclusion. On poursuit. Romaric, Philippe, Romaric, allez-y. Allez, vas-y. Romaric. Non, moi je pense qu'il y a en effet un nouveau millénarisme qui est complètement en route dernièrement, même si évidemment, mais c'est comme pour les Gilets jaunes, je trouve la colère est légitime des Gilets jaunes et l'inquiétude par rapport à l'état de la planète est tout à fait légitime. Ça, je ne remets absolument pas en cause.
Mais c'est pas la question des symptômes, la question c'est ce qu'on en fait, dans quelle pensée on s'inscrit. Et moi qui suis catholique, je crois donc à l'Apocalypse, évidemment, et je crois que ça arrivera, bien sûr, mais pour quand ? Je ne sais pas. De toute façon, la fin du monde aura lieu, donc c'est pas vraiment... voilà, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais le catholicisme, en fait, avait quand même une vision, une anthropologie extrêmement vaste, alors que là, on réduit à chaque fois à des obsessions précises les questions. Vous parlez du néolibéralisme, mais la Chine communiste n'est pas spécialement écologique. Et si elle devenait, elle ne serait peut-être pas forcément humaniste non plus. Il y a énormément de questions qui sont combinées les unes aux autres. Et je trouve, bref, que derrière Greta Thunberg, puisqu'on en parle, il y a une forme de millénarisme. Moi, me fait penser à Étienne de Cloix, qui était cet enfant de 13-14 ans qui, au XIIe siècle, avait lancé une croisade des enfants. Donc, du coup, les enfants le suivaient pour aller à Jérusalem, considérant que si on n'arrivait pas à récupérer la Terre Sainte, c'était parce que les adultes étaient corrompus. De la même manière, Greta Thunberg pense que si on n'arrive pas à sauvegarder la santé de la Terre, c'est parce que les adultes sont corrompus. Elle a raison, les adultes sont corrompus, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, voilà, on est tous victimes de... Comment s'est terminée la croisade des enfants ? Soit ils sont morts, soit ils ont été réduits en esclavage par les Mahométans, qui n'étaient pas très compatibles avec la République à l'époque, en tout cas, visiblement, puisqu'ils mettaient en esclavage des gens. Ah ben c'est la capacité. Allez, on continue. Depuis, ils ont fait leur bac Godersberg. Parler quand même de la fin du monde, c'est un peu parler de l'avenir. Et parler de l'avenir, moi je voudrais dater un peu depuis quand il y a ce climat où l'avenir est forcément noir, forcément catastrophique. J'ai beaucoup lu de livres de science-fiction, j'en ai même commis. Et il y a une chose qui, dans tous les romans de science-fiction, jusqu'au début des années 80 à peu près, globalement, dans tous les récits de science-fiction, les romans et tous, l'avenir était conquérant. Il y avait des guerres, il y avait des massacres, il y avait des dangers, des périls, mais tout ça n'avait aucune importance puisque à la fin, tout allait bien, généralement les gentils gagnaient, c'était parfait. Tous les récits de science-fiction, quels qu'ils soient, avaient à peu près allé dans ce sens-là. Il devait bien y avoir quelques exceptions, mais vraiment très rares. Et puis à partir des années 80, avec des films, notamment comme Soleil Vert ou comme la série des Mad Max, brusquement, l'avenir, c'est l'apocalypse, c'est affreux, c'est la fin du monde, la fin de la civilisation. Et dans tous les romans, c'est la même chose. Ne dites rien sur Matrix. Sur Matrix, non, mais Matrix, il contribue aussi un peu dans cet univers un peu assez effrayant, mais c'est pas la fin du monde, Matrix, a priori. Et donc, il y a eu un changement. Une belle GPA, donc, effectivement, aujourd'hui, quand on parle, tous ceux qui parlent de la fin du monde avec l'écologie, ils prennent ce prétexte-là, c'est une question de mode. Et si ça se trouve, dans très peu de temps, tout ça va changer. Et puis, je vais quand même... moi, effectivement, je fais partie, parce que j'avoue que le réchauffement climatique m'insupporte. Il n'y a pas plus de preuves de réchauffement climatique dû à l'activité humaine, grave en tout cas, que le contraire. On ne sait pas. Et après, c'est des batailles. Tous les spécialistes sont d'un côté ou brusquement, ils sont tous de l'autre. On ne peut avoir aucune opinion. Mais quand on n'a aucune opinion, déjà, on est condamnable. Parce qu'on devient climato-sceptique, qui est la nouvelle hérésie. Moi, je vais juste prendre un petit détail que peu de gens savent. C'est pas grand-chose, mais cette abomination qui est le 8e continent sur les mers. Donc ce continent fait de plastique, de cochonneries qu'on a balancées dans... C'est pas de la faute de l'homme, ça. Comment ? C'est pas de la faute de l'homme, ça, le 8e continent. Non. Ça existe, ce 8e continent, que ce soit de la Lui, faute il existe, de qui que ce soit, il existe. Eh bien, on a découvert une chose sur ce 8e continent de saloperie, il y a des raisons de ça, déjà des micro-organismes. C'est-à-dire qu'une vie commence à naître sur ce 8e continent. Alors, qu'est-ce que ça donnera ? Je n'en sais rien. Moi, je suis ni scientifique des trucs. Mais il existe quelque chose sur cette chose qui peut donner on ne sait quoi. Alors, la fin du monde, non, pour répondre à votre question. La fin d'un monde, oui, c'est possible, il y en a eu plein de fins de monde. L'effondrement des sociétés, donc pas la disparition des êtres vivants. Oui. J'ai bien compris. Ah oui, les causes, J'ai bien compris. Les micro-organismes Il existent. plaide pour les vers de terre. Et il plaide pour les vers de terre. C'est vrai, vous plaidez pour les vers de terre. Je plaide pour rien, je donne juste, moi... Yves Cochet nous ramène au cheval, vous nous ramenez au vers de terre. Bon, ben écoutez... Pour l'instant, il n'y a même pas de vers de terre, c'est des micro-organismes. On verra bien ce que ça donne. Émeric Caron va adorer. Il reste... Oui, Émeric Caron va adorer, absolument, je suis d'accord avec vous, Pierre. Nicolas, vous avez non pas le mot de la fin, mais le dernier intervenant comme sociétaire. Et après, on va se coucher. Chaque chose ayant une fin, oui, la fin du monde aura lieu un jour, et par principe, on n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, mais on en sera encore plus proche demain, ainsi de suite, à la base. Ce qui est intéressant, non,
Quand Philippe Rand a dit que les experts se divisent sur le réchauffement climatique, non, il y a eu Allègre en son temps, un ou deux, il en reste un, mais les rapports du GIEC et des autres scientifiques sont formels. Le climat se réchauffe et par nature, l'activité humaine a forcément une influence. C'est l'effet papillon. L'activité humaine n'est jamais neutre. Là où ça devient effectivement un problème, c'est que ça tend à devenir une religion millénariste avec ses nouvelles prophètes. Et comme nature hors du vide, c'est vrai que cette religion a remplacé l'ancienne que vous évoquiez à l'instant, c'est la religion de la limite, qu'on retrouve évidemment dans le catholicisme, mais aussi dans les autres religions, où Dieu nous a donné la terre, mais elle ne nous appartient pas. Le principe traditionnel de la tradition conforme. Nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que dépositaires. Voilà, dépositaires. On nous a donné un jardin, on doit le transmettre à nos enfants. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a cette nouvelle religion millénariste, pessimiste, et c'est assez intéressant de voir que son corollaire, c'est la religion de l'intelligence artificielle, où on voit des écologistes qui veulent protéger Mère Terre, mais la famille, le père et la mère, sont quand même dans l'écologie humaine. Ce sont les mêmes qui pensent qu'il faut se mettre à genoux devant la Terre, mais qui sont en train de manipuler l'homme. Là, pour le coup, sont vraiment des névroses de fin de siècle. Et de toute façon, je pense que ce monde va assez droit dans le mur. Et des gens vous êtes collapsologue. Et la preuve en est que des droits dans le mur, c'est pas la fin du monde. Vous évoquiez la Chine tout à l'heure. La Chine est en train de prendre des mesures écologiques. C'est fait à échelle chinoise. Et comme ils ne s'encombrent pas d'élections, oui, avec le Parti communiste au pouvoir, oui, on est en train de réduire drastiquement le nombre de véhicules. Maintenant, pour avoir une voiture à Pékin, il y a des listes d'attente et ils en sont à tirer des gens au sort. Oui, en quoi ça va être retour vers le passé? Ils seront tous en bicyclette comme... ils auront des vélos comme à l'époque de Mao. Quoi. Un État fort par rapport à ça peut avoir des vraies solutions. Les pétromonarchies ne sont pas plus écologistes la mer que d'Aral le communisme en ou le Russie était un désastre oui. écologique absolument, mais une catastrophe. Vladimir Poutine, en 10 ans, a réussi à faire ressurgir la mer d'Aral. Comme quoi c'est possible, mais avec une volonté. Oui, Nous sommes aussi dans des pays, parce que tout le néo-mondialisme, il ne vient pas de n'importe où. C'est le capitalisme anglo-saxon, c'est lui qui a répandu cette pieuvre sur Terre et qui maintenant commence à pleurer sur ses résultats. Mais ces pays-là, effectivement, ont cet avantage, c'est le monde économique est assujetti au monde politique. Dans nos sociétés, c'est le contraire. Vous parlez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, c'est quand on dit que c'est le candidat du système médiatico-économique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas du complotisme, c'est une réalité. Donc, comme il est redevable à ses puissants sponsors, c'est vraiment, en France, c'est la fin du politique. Mais dans des nations qui ont suivi d'autres voies, telles qu'on puisse appeler ça autocratie, autocrature, démocratie libérale, c'est au moins le retour du politique. Et quand le politique prend de bonnes mesures, spécifiquement en termes d'écologie, là c'est efficace. Vraiment, pour le coup, je ne suis pas du tout un défenseur des libéraux, mais par rapport à ça, je trouve en effet je ne défends pas la Chine communiste non plus. Non, mais je sais bien. Constate. Je sais bien, je dis juste que c'est pas comme on peut dire aussi que dans il n'y a pas Nathalie Loiseau en Chine. La logique bio, par exemple, qui est devenue un produit... elle est... Non, mais d'accord, mais la logique bio qui est complètement libérale et qui est un produit, et pour moi, qui n'est pas une solution à long terme, je veux dire, par rapport à ça, elle peut aussi être salutaire, d'une certaine manière. Simplement, ce n'est pas le système politique qui est directement lié à ça, c'est exactement ce que tu as dit précédemment de manière extrêmement juste, c'est réussir à se concevoir comme dépositaire de la planète, non pas esclave, en adoration de la terre-mère, et non plus dans une situation où on peut l'exploiter à tout va, mais dans une relation juste, mais c'est pas directement lié au système politique, et non plus au néolibéralisme, qui par ailleurs est très détestable pour des tas de raisons, mais voilà, on ne va pas combattre le néolibéralisme, on aura comme résultat un système écologique. Les pétromonarchies ne sont pas... Ce qui est sûr, c'est que si on ne le combat pas, on n'aura pas de résultat écologique. Oui, c'est sûr. Bon. C'est sûr aussi, oui. On a fini là, on revient à François Boulot. Et sur cette question-là, vous allez conclure. Moi, j'ai noté, parce que j'ai beaucoup écouté Pablo Servigne, qui est donc ingénieur agronome, qui est le figure de proue, le porte-parole, mais pas à Rouen seulement, de la collapsologie. Il est éthologue.
et qui est éthologue est quand même pas inintéressant. Hein. Conrad Lorenz est passé par là, mon cher Romaric. Et lui, il dit que derrière cela, il n'y a pas un discours, négatif, il n'y a pas un discours de fin de monde. Au contraire, il dit il y a une culture de la solidarité qu'il faut créer, une culture de l'altruisme, de gratitude, d'entraide, de souder des communautés. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est à ça que j'arrivais un petit peu. Il voyait par anticipation, lui, il pense qu'il y a une transition en fait, et que pour ne plus qu'il faut anticiper notre destin pour ne pas le subir. Voilà, c'est ça en gros qu'il dit. Et ça, est-ce que vous entendez cela et que c'est quelque chose qui vous parle, comme on dit maintenant? Oui, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut remettre du sens en fait dans nos vies. Quelqu'un qui disait tout à l'heure, effectivement, mon confrère, que depuis qu'on a tué Dieu, les gens ne savent plus en fait quel est le sens de leur vie et ils le réduisent à la consommation. Voilà, la liberté est réduite à ça, à l'acte, au désir et le désir à l'acte de consommation. Bon, effectivement, retrouver dans les liens fraternels qu'on peut avoir, la communauté, les communautés qu'on peut créer, mais aussi le rapport à la nature, c'est-à-dire que ça donne du sens en fait, on trouve du sens à la vie. Quoi qu'on dise du réchauffement climatique, dont effectivement, a priori, scientifiquement, il est établi que l'homme a un impact. Il y a aussi la question de l'alimentation qui se pose, parce qu'on a pourri nos sols depuis des années, et aujourd'hui, on sait très bien que les aliments qu'on mange n'apportent pas du tout les mêmes apports qualitatifs que ce qu'ont pu connaître nos parents ou nos grands-parents il y a des années de ça. Donc, je crois effectivement qu'il faut essayer de remettre du sens. Mais là, on est sur l'un des derniers niveaux de conscience, en fait. C'est la métapolitique. Exactement. Ce point d'entrée-là, c'est pas par ce point d'entrée-là qu'on va réussir à émanciper les gens. Quand vous le voyez dans le mouvement, on commence par le portefeuille de la taxe sur le carburant, puis on arrive ensuite au référendum d'initiative citoyenne, et je pense qu'on arrivera ensuite effectivement à cette conscience de redonner du sens, et on y arrive pour certains dans le mouvement, on arrive à ça. Mais vous voyez, c'est un cheminement. Et c'est pour ça que oui, c'est le néolibéralisme qu'il faut combattre, et que briser le néolibéralisme n'est pas suffisant pour arriver à la transition écologique, je suis d'accord. Mais le néolibéralisme est ce qui bloque aujourd'hui les gens, c'est l'idéologie dominante qui est dans les esprits, qui a infusé les cerveaux depuis 40 ans par le travail médiatique qui a été fait. Dans les écoles. Et dans les écoles, de créer du fatalisme, de la résignation. Les gens pensent que cette idéologie-là qui s'applique, de toute façon, est le bon sens et la réalité, et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça aujourd'hui contre quoi on essaye de lutter. Et alors, effectivement, sur Greta Thunberg, il y a eu quelques éléments qui sont donnés que je partage assez, c'est-à-dire que, bon, elle fait peut-être du bien à la cause, en tout cas, elle est sincère dans son engagement, etc. Mais bon, je suis quand même, moi, un peu triste, effectivement, qu'on en soit demandé à une adolescente de 15 ou 16 ans d'aller porter sur elle le poids du monde. Je veux dire, elle a peut-être effectivement une jeunesse à vivre, et puis alors de mettre en scène ce spectacle à l'ONU. C'est obscène. Où elle réprime. Enfin, moi, si vous voulez, je préférerais voir un autre spectacle, qui n'en serait pas un, c'est-à-dire de voir les grands dirigeants de ce monde être autour d'une table pendant peut-être une semaine, mais discuter très sérieusement avec des scientifiques, et puis qu'à la fin, il y ait des engagements très concrets qui soient pris, et qu'on nous dise, voilà, on a pris des grandes orientations, on a décidé de réguler les choses, et on va aller dans telle direction et telle direction. Ça me paraîtrait beaucoup plus sérieux. Enfin, et je termine avec 2 remarques. La première, c'est parce que j'ai pensé, je veux faire un bon mot simplement, c'est qu'on parlait de progrès. Et alors, du coup, c'est vrai que je suis définitivement allergique au progrès depuis que j'ai entendu mon maître à penser, qui est Jacques Attali, qui a expliqué, mais à la télévision, sans sourciller, il nous dit, mais alors attends, il faut bien comprendre, en fait. En fait, vous avez le progrès, et à côté, vous avez la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous comprenez ce qu'est la définition du progrès pour ces gens-là. Le progrès, c'est pas du tout que le peuple puisse avoir un pouvoir de décision, etc. Non, laissez ça aux gens sérieux, à l'élite. Et ça me permet de faire la transition, c'est qu'en fait, on sait très bien que Jacques Attali, c'est un défenseur, et même il a participé à la construction de l'État maastrichtien, donc de l'Union européenne, et que si je considère qu'on est bloqué dans l'idéologie néolibérale, qui est la prison des esprits, la prison institutionnelle, c'est l'Union européenne. Ce sont les traités qui organisent ce monde-là, cette impossibilité de réguler les activités économiques des plus riches, des multinationales. Vous n'avez plus la maîtrise du budget, vous n'avez plus la maîtrise de la monnaie, vous n'avez plus la maîtrise de la politique commerciale. Si on parle écologie, si vous voulez relocaliser les productions, il y a un truc unique qui peut être fait. La seule solution, c'est de faire du protectionnisme pour défendre les secteurs stratégiques de production dans votre pays.
Et faire du protectionnisme, c'est interdit par les traités de l'Union européenne. Et pour aller encore plus loin, aujourd'hui, la politique européenne est plus faite à Berlin qu'à Bruxelles. Et donc, pour ceux qui pensent qu'on pourrait modifier les traités, qu'on va s'entendre, etc., il faut bien comprendre que déjà, c'est la règle de l'unanimité, que 27 pays membres, on n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord, et que surtout, l'Allemagne, de toute façon, bloquera. Elle ne veut pas faire du protectionnisme au niveau européen parce qu'elle a un modèle qui est basé sur les exportations de ses voitures et que du coup, elle ne veut surtout pas qu'on vienne taxer la Chine ou les États-Unis parce qu'elle craint les mesures de rétorsion dont elle pourrait être la victime. Donc, on est bloqué dans le cadre de ces traités et ça, c'est très important parce que je pense que c'est ce qui peut faire le clivage, le nouveau clivage aujourd'hui. Moi, très clairement... Si je passe à la dernière présidentielle. Oui, mais alors avec une conscience, si vous voulez, clairement, moi à droite, je ne me positionne plus sur l'échiquier gauche-droite, mais pour une raison simple déjà. Vous n'êtes pas le seul ici. C'est qu'à droite, le courant, le dernier qui incarnait un courant souverainiste à droite véritablement, c'était Philippe Séguin. Bon, tous les... La droite, c'est Macron aujourd'hui. Oui, voilà, tous les républicains ont été phagocytés, en fait. Vous direz exactement la même chose. Oui, c'est pareil, en fait. Mais tout à fait. Non, mais Macron a réalisé le constat du Front National, du MPS. Il a été pertinent. Effectivement, il mène la même politique sur le plan économique Il a réuni la bourgeoisie de gauche, la bourgeoisie de droite. Et on a plus ce courant souverainiste. Et en fait, là-dessus, j'en reviens à Emmanuel Todd, mais qui explique effectivement que on a ce paradoxe où la 5e République, c'est les institutions, le chef de l'État le plus puissant du monde occidental, et en réalité, il est totalement impuissant dans le cadre des traités européens parce qu'on n'a plus de souveraineté sur les leviers essentiels. Ça fait quelques mois moi, que je me demande pour qui vous votez, je crois que je viens de comprendre. Mais rassurez-vous, on connaît tous l'UPR ici. J'avais un... Mais je vais répondre parce que je réponds parce que c'est une question sensible. Je le dis en plaisantant. Évidemment, je vais me faire agresser par tous les trolls UPR. Je ne dis pas pour qui je vote, mais évidemment, parce que je ne veux pas cliver au sein du mouvement. Bien sûr. Mais autant, et ça me vaut assez de critiques de la part de l'UPR, autant j'approuve totalement l'analyse critique des traités européens, etc. Autant je suis contre, moi, leur stratégie. Je pense que Frexit est une erreur parce que ça fait peur aux gens et que vous bloquez en fait la possibilité de compréhension et d'expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre, qui font que les traités européens sont totalement dysfonctionnels. Et je suis contre aussi l'approche légaliste complètement absurde de l'article 50, parce qu'en réalité, c'est pas là que ça se joue. C'est pas parce que vous allez respecter ou pas l'article 50 que vous n'allez pas subir les mesures de rétorsion des marchés financiers, de l'Allemagne, etc. Donc, moi, je me fixe toujours sur les idées. Sur l'analyse diagnostique de l'UPR, je partage. Sur la stratégie politique, je ne partage pas. Voilà, vous avez bien compris, tous ceux qui vont mettre un message sur YouTube pour l'UPR, que François Asselineau est reçu régulièrement sur TV Liberté. Il l'était il y a 2 semaines. Regardez, le samedi politique, il était l'invité de Élise Blaise avec Charles Gave. Oui, François Asselineau est invité sur TV Liberté, n'ayez pas peur. Voilà. Allez, avec tous ces fonds de glacier, avec tous ces Et en plus, il est le bienvenu, comme tous les responsables politiques le sont dès lors qu'ils veuillent venir à TV Liberté. Avec tous ces fonds de glacier, on n'arrête pas de fondre en larmes, dit Greta. C'est sa fête, la pauvrette. C'est joli, la fin, FAIM, du monde. Voilà, avec bien évidemment le 1%, c'est celui-là, représentation classique du 1%. Face à la menace, comment trouver le salut? Un vous dit par la croix, l'autre par le croissant, et le dernier vous dit par la croissance. Voilà. Et puis, on termine avec notre invité, François Boulot. Je suis pour la fin du monde de Macron. Ça vous va? Merci François Boulot. Merci beaucoup d'être venu vous plier à cet exercice qui a été quelquefois assez vigoureux, mais je crois que ça s'est terminé par des applaudissements. Et donc, vous êtes le bienvenu à nouveau, avec François Asselineau d'ailleurs, si vous le voulez, pourquoi pas dans une émission de TV Liberté. Merci beaucoup. Il faut remercier, parce que c'est le moment des remerciements. On me dit tout le temps, tu fais trop long, donc je fais très court. Merci aux donateurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas de TV Liberté. Donc voilà, si vous ne faites pas de dons, il n'y a pas de TV Liberté. Nous sommes une chaîne véritablement indépendante. Nous ne dépendons d'aucun lobby, d'aucun 1% des plus riches et encore moins des partis politiques, quels qu'ils soient. Ensuite, il faut remercier les techniciens, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission de TV Liberté. Et ce n'est pas parce que je ne les cite pas qu'ils ne sont pas valeureux et qu'ils le méritent. Et enfin, je remercie les sociétaires qui nous ont permis de faire une belle manifestation. Merci à Pierre Marin d'être venu pour la première fois avec succès. Et vous serez à nouveau bienvenus. Merci aux camarades, à vos camarades. On se croirait dans un jeu de Julien Lepers. À vos camarades de la cocarde étudiante et à ceux de l'ECP qui sont ici aussi. Et puis merci à vous, François Boulot. Merci et bon courage.
jusqu'au 17 novembre 2019. Là, on fêtera les 1 an des Gilets jaunes. Eh bien, on aura la possibilité de faire le bilan. C'est le 17 novembre prochain, puisque tout a commencé véritablement le 17 novembre 2018. C'était à Paris, une manifestation dont on se souviendra longtemps. Merci à vous, à très bientôt.